la neige glaciale et piquante s'engouffrait dans sa bouche, étouffant ses cris, tandis que des doigts durs, imprégnés d'une odeur rance de tabac à rouler et d'alcool frelaté, lui broyaient les poignets, laissant sur sa peau délicate des ecchymoses violacées qui lui rappelleraient ce cauchemar pendant longtemps. Chloé avait cessé de se débattre. Ses forces avaient abandonné son corps frêle une dizaine de minutes plus tôt, lorsque le premier coup de botte lourde l'avait frappé sous les côtes, chassant l'air de ses poumons et faisant sombrer le monde dans une obscurité teintée de douleur et d'humiliation. On la traînait dans la neige profonde comme une poupée désarticulée. Tout autour, à perte de vue, s'étendait une forêt des Vosges, immense et indifférente, drapée dans son linceul blanc. Les sapins séculaires se dressaient comme des témoins muets de cette atrocité, leur silence semblant affirmer qu'ici, dans cette nature sauvage, les lois humaines n'avaient aucune valeur. 3 hommes, au visage masqué par des barbes de plusieurs jours et une cruauté évidente, riaient, savourant par avance leur impunité. Leur rire était plus terrifiant que le hurlement du vent dans les cimes, car il n'y avait rien d'humain en lui, seulement la luxure animale et la brutalité de prédateurs ayant acculé leur proie. Chloé ferma les yeux, priant tous les dieux qu'elle connaissait que cela se termine vite, que le froid qui engourdissait son corps atteigne enfin son cœur et arrête sa course folle, la délivrant de l'horreur qui approchait inéluctablement à chaque seconde. L'un de ses agresseurs, un grand échalas sec, le visage barré d'une cicatrice blanchâtre, la tira violemment par le col de son manteau. Le tissu se déchira dans un bruit sec, exposant sa nuque au vent glacial qui la mordit de 1000 aiguilles invisibles. Il la projeta brutalement contre le tronc d'un pin énorme. Chloé heurta l'écorce de son dos avec une telle violence que des cercles multicolores dansèrent devant ses yeux, tandis qu'un gémissement étranglé, plus proche du couinement d'un chien battu que d'un cri humain, s'échappa de sa gorge. Elle glissa le long du tronc rugueux pour s'effondrer dans la neige, repliant ses jambes sous elle, essayant de se faire toute petite, insignifiante, de disparaître, de se dissoudre dans ce silence blanc. Mais des mains brutales la saisirent à nouveau, ne lui laissant pas un instant de répit. Les malfrats se sentaient les maîtres des lieux, les rois de cette forêt oubliée des hommes, persuadés que personne ne saurait jamais ce qui allait se passer sous ces frondaisons sombres. Le village le plus proche se trouvait à des dizaines de kilomètres de sentiers impraticables. Le plus âgé, dont la dent en or brillait dans la faible lumière du jour d'hiver, se pencha vers son visage, l'inondant d'une haleine fétide, et lui siffla des mots obscènes qui firent se briser quelque chose en elle. La dernière étincelle d'espoir s'éteignit, remplacée par un abîme noir et sans fond de désespoir. Elle comprenait que crier était inutile, que la forêt absorberait ses appels au secours aussi facilement qu'elle absorbait la lumière du soleil. Pourtant, l'instinct de survie la faisait trembler de tout son être, la poussant à se blottir contre la neige comme pour y chercher une protection contre ces bêtes à visage humain. Mais soudain, au moment précis où une main ornée d'une chevalière dorée s'approchait de son visage pour briser définitivement sa résistance, la forêt changea. Le changement fut si soudain et si palpable que même les malfrats, ivres de leur pouvoir, s'immobilisèrent, jetant des regards inquiets autour d'eux. Le vent, qui hurlait dans les branches une seconde auparavant, tomba d'un coup, comme si une force invisible lui avait ordonné de se taire. Un silence oppressant, assourdissant, s'installa, un silence qui vous bouchait les oreilles et vous hérissait les poils sur la nuque. Les oiseaux, qui pépiaient quelque part dans les hauteurs, se turent, comme s'ils s'étaient volatilisés. Même le craquement des arbres cessa, laissant place à quelque chose d'ancien, de puissant et de terrifiant qui s'éveillait lentement au plus profond des bois. Les malfrats échangèrent un regard, et Chloé vit dans leurs yeux les premières lueurs de la peur, cette terreur primitive et animale que ressent toute créature face à un prédateur supérieur, face à une force impossible à contrôler ou à comprendre. Celui qui la tenait desserra lentement ses doigts et recula, cherchant à tâtons un couteau à sa ceinture. Mais son geste paraissait pathétique et dérisoire face à l'atmosphère menaçante qui s'épaississait à chaque seconde. Du sous-bois dense, là où les ombres étaient particulièrement profondes et noires, émergèrent sans un bruit, tels des fantômes tissés de brume et de poudreuse, 2 silhouettes immenses, dont la taille défiait la réalité. C'étaient des loups, mais pas ces bêtes chétives et craintives que l'on voit dans les zoos ou les documentaires. C'étaient de véritables géants, les seigneurs de la forêt, dans les veines desquels coulait le sang de monstres anciens qui régnaient sur ces terres bien avant l'arrivée de l'homme. Le premier loup, dont la fourrure avait la couleur d'un nuage d'orage et le poitrail était large et puissant, avançait d'une démarche si souple que la neige ne crissait même pas sous ses pattes. Il émanait de ses mouvements une force si calme et assurée qu'elle donnait envie de tomber à genoux et d'implorer sa pitié. Le second, légèrement plus clair, avec un reflet argenté sur la nuque, marchait juste derrière, et ses yeux jaunes, brûlant d'un feu surnaturel, semblaient vous sonder l'âme, la retourner comme un gant, vous forçant à vous souvenir de tous vos péchés et de toutes vos erreurs.
Ils ne grondaient pas, ne retroussaient pas leurs babines, ne faisaient aucun mouvement brusque. Ils se contentaient de se tenir là et de regarder. Mais il y avait dans leur regard une telle lourdeur, une telle autorité, que les malfrats, qui se croyaient tout-puissants une minute plus tôt, se transformèrent en lâches tremblants et pitoyables. Chloé, oubliant la douleur et le froid, fixait les bêtes les yeux écarquillés, incapable même de respirer. Il lui semblait que le temps s'était arrêté, figé en ce point où deux mondes s'étaient rencontrés, le monde de la cruauté humaine et celui de la justice de la nature. Les loups étaient énormes. Leurs garrots auraient atteint la poitrine d'un homme adulte, et leurs pattes puissantes, semblables à des troncs de jeunes arbres, étaient capables de briser l'échine d'un élan d'un seul coup, et bien plus facilement celle d'un homme. Le plus sombre, Akla, comme elle l'apprendrait plus tard, tourna lentement sa tête massive vers les malfrats et souleva légèrement sa lèvre supérieure, dévoilant des crocs d'une blancheur mortelle. De sa poitrine s'échappa un grondement sourd et vibrant, semblable au roulement lointain du tonnerre, qui fit tomber la neige des branches du sapin le plus proche. Ce n'était pas un simple grognement, c'était un avertissement, le dernier, le définitif, ne nécessitant aucune traduction dans aucune langue humaine, partez ou mourez. Le malfrat à la cicatrice, les mains tremblantes, tenta de sortir un pistolet de la poche de sa veste, mais le laissa tomber dans la neige épaisse. Le bruit de l'arme chutant résonna comme un coup de feu dans ce silence tendu. La peur, poisseuse et dévorante, finit de briser la volonté des agresseurs, les transformant en un troupeau paniqué qui ne pensait plus qu'à une chose, sauver sa peau de ces démons de la forêt. Trébuchant, tombant, ils s'enfuirent en courant, brisant les buissons et perdant leurs bonnets, sans regarder où ils allaient, pourvu qu'ils soient le plus loin possible de ces yeux jaunes flamboyants qui semblaient leur brûler le dos. Les loups ne se lancèrent pas à leur poursuite, n'organisèrent pas de carnage sanglant, bien qu'ils auraient pu les déchiqueter tous les trois en quelques secondes. Ils firent seulement quelques pas en avant, raccompagnant les fuyards de leurs regards lourds, pleins de mépris et d'une froide sérénité. Chloé resta assise dans la neige, les mains pressées contre sa poitrine, n'arrivant pas à croire à son salut. Son cœur battait si fort qu'elle crut qu'il allait bondir de sa poitrine et tomber sur la neige blanche, petit paquet rouge et palpitant. Elle était seule. Seule avec deux énormes prédateurs au milieu d'une forêt vosgienne sans fin. Et elle ne savait pas ce qui était le plus effrayant, les hommes qui voulaient la détruire, ou ces bêtes qui l'avaient sauvée, mais dont les intentions restaient un mystère. Le loup argenté, qui s'appelait Buran, tourna lentement la tête vers la jeune femme. Chloé se tassa contre l'arbre, s'attendant à ce que sa fin soit venue, que les bêtes aient simplement décidé de ne pas partager leur proie avec des humains et qu'elles allaient maintenant s'occuper d'elle. Mais dans les yeux du loup, il n'y avait pas la fureur sanguinaire qu'elle s'attendait à y voir. On y lisait une étrange curiosité, presque humaine, mêlée à quelque chose qui ressemblait à de la compassion ou de la pitié. Il fit un pas vers elle. Chloé ferma les yeux, se préparant à la douleur, mais au lieu d'une morsure, elle sentit une truffe humide et chaude toucher sa joue gelée, la reniflant, l'étudiant, mémorisant son odeur. Ce contact fut si inattendu et si intime que les larmes jaillirent à nouveau de ses yeux. Mais c'étaient désormais des larmes de soulagement et d'un sentiment étrange et poignant de gratitude envers cette créature terrible et magnifique. Le loup renifla doucement, projetant un nuage de vapeur chaude sur son visage, et s'écarta, comme pour dire « N'aie pas peur, nous te ferons pas de mal. Tu es maintenant sous notre protection. » Akla, le chef de meute sombre, s'approcha et poussa Chloé de sa truffe dans l'épaule, avec insistance et force, la forçant à se relever. Rester assise sur la neige par un tel gel signifiait une mort certaine par hypothermie. La jeune femme, chancelante de faiblesse et sous le choc de ce qu'elle venait de vivre, se mit debout avec difficulté, s'appuyant d'une main sur le tronc rugueux de l'arbre. Ses genoux se dérobaient, refusant de porter son poids. Elle regarda les loups et il lui sembla qu'ils lui faisaient un signe de tête, l'invitant à les suivre, là, au plus profond de la forêt, où il n'y a ni route ni sentier, mais où se trouvait peut-être un salut contre le froid et ses poursuivants. Elle n'avait pas le choix. Rester ici signifiait mourir de froid ou attendre le retour des malfrats qui, une fois remis de leur peur, pourraient revenir chercher leur arme et leurs victimes. Chloé fit un premier pas hésitant, s'enfonçant dans la neige, et les loups se mirent aussitôt en marche à ses côtés, l'un à gauche, l'autre à droite, la prenant dans une escorte vivante, la réchauffant de leur chaleur et la protégeant du vent avec leur corps puissant. Marcher était incroyablement difficile. Ses jambes s'enlisaient dans les congères profondes, l'air glacial lui brûlait les poumons, et son corps était endolori par les coups, mais la présence des loups lui donnait des forces, la poussant à avancer malgré tout. Elle sentait la chaleur qui émanait de leur fourrure, une chaleur puissante et vivante, et cette chaleur pénétrait à travers ses vêtements déchirés,
l'empêchant de geler complètement dans cet enfer blanc. La forêt autour d'elle ne semblait plus aussi hostile. Elle ressemblait maintenant à un immense temple, dont ces deux bêtes étaient les gardiens sacrés. Et Chloé se sentait comme une pèlerine autorisée à entrer dans le sein des saints uniquement grâce à leur consentement tacite. Le silence se remplit à nouveau de sons, le crissement de la neige sous les pattes, la respiration lourde des bêtes, les battements de son propre cœur. Mais maintenant, ces sons ne l'effrayaient plus, ils la calmaient, créant un rythme auquel il fallait se soumettre pour survivre. Ils marchèrent longtemps, et à chaque minute, le crépuscule s'épaississait, colorant la neige de tons bleus et violets, tandis que le ciel se chargeait d'une lourdeur de plomb, annonçant une tempête imminente. Chloé ne réalisait presque plus rien, avançant de manière purement automatique, guidée uniquement par la volonté de ces créatures étonnantes qui, de temps en temps, s'arrêtaient et attendaient qu'elle les rattrape, se retournant et l'encourageant du regard. À un moment donné, elle trébucha sur une racine cachée sous la neige et tomba le visage en avant, sentant qu'elle ne pouvait plus faire un pas de plus, qu'elle voulait simplement rester allongée là et s'endormir d'un sommeil éternel. Mais aussitôt, des mâchoires puissantes la saisirent délicatement par la manche de son manteau, en prenant soin de ne pas la blesser, et la tirèrent vers le haut, la forçant à se relever. C'était Buran. Il la regardait droit dans les yeux, et dans son regard on lisait une détermination sévère et inflexible, « Lève-toi, n'ose pas abandonner. Nous ne sommes pas encore arrivés. » Et Chloé se releva, ravalant ses larmes mêlées à la neige, et continua de marcher, comprenant que sa vie n'appartenait plus à elle, mais à ces deux ombres grises qui glissaient devant elle à travers la forêt séculaire. La tempête, comme si elle avait attendu son heure en embuscade, s'abattit sur les voyageurs avec la fureur d'une bête affamée, transformant la forêt déjà hostile en un chaudron bouillonnant de neige et de vent. La visibilité tomba presque à zéro. Chloé ne pouvait plus distinguer que les contours vagues des dos puissants de ses sauveurs marchant devant, et sentir leur chaleur qui déferlait sur elle par vagues lorsque les rafales de vent s'affaiblissaient un instant. Le froid ne pénétrait plus seulement sous sa peau, il lui rongeait les os, gelant ses pensées et ses sentiments, transformant chaque mouvement en une torture atroce qu'elle ne surmontait que par un effort de volonté surhumain. Il lui semblait qu'il marchait depuis une éternité, que cet enfer blanc ne finirait jamais. La seule chose qui la liait à la vie était le mouvement rythmé des ombres grises à ses côtés et leur léger gémissement, calme et rassurant, lorsqu'elle commençait à prendre du retard. Les arbres autour gémissaient et craquaient, se balançant sous la force des éléments. Parfois, tout près, un craquement assourdissant de branches brisées, semblable à un coup de feu, retentissait, faisant sursauter Chloé et la poussant à rentrer encore plus la tête dans les épaules. Elle ne sentait plus ses jambes. Ses pieds s'étaient transformés en blocs de glace insensibles, et elle trébuchait littéralement sur le plat, tombant dans de profondes congères. Mais chaque fois, avant qu'elle n'ait le temps de fermer les yeux et d'abandonner, une langue chaude et râpeuse lui touchait le visage, et une patte puissante la poussait dans le flanc, la forçant à se relever et à continuer, là-bas, où la vie palpitait peut-être encore. Soudain, le vent lui apporta une odeur qui lui parut la plus merveilleuse du monde. L'odeur de la fumée, mêlée au parfum du pain brûlé et à quelque chose d'autre, d'indéfinissable, de familier et de réconfortant. Les loups, qui marchaient jusqu'alors avec prudence et lenteur, s'animèrent soudain, accélérant le pas, et Akla, se retournant, émit un bref appel, l'invitant à se dépêcher. À travers le voile de neige, les contours de quelque chose de sombre et d'anguleux se dessinèrent, ressemblant à un énorme rocher ou à la tanière d'un ours. Mais à mesure qu'ils approchaient, cette silhouette prit les formes de plus en plus distinctes d'une habitation humaine. C'était une vieille maison forestière, affaissée dans le sol, construite avec d'énormes rondins noircis par le temps, avec de minuscules fenêtres myopes à travers lesquelles filtrait à peine la faible lueur jaunâtre d'une lampe à pétrole. Autour de la maison se dressait une haute palissade, penchée par endroits mais encore solide, comme pour avertir les visiteurs de passage qu'ils n'étaient pas les bienvenus, que cet îlot de civilisation s'était coupé du reste du monde par un mur d'aliénation et de méfiance. Pour Chloé, cette sombre demeure parut un palais, un paradis promis où elle pourrait se réchauffer et simplement s'effondrer, sans craindre de mourir de froid. Elle rassembla ses dernières forces et se précipita vers le porche enneigé, sentant son cœur battre à tout rompre dans sa gorge à l'idée de la chaleur. Les loups restèrent près du portail, sans entrer dans la cour, comme s'ils respectaient un pacte tacite ou un rituel, observant simplement avec attention la jeune femme gravir les marches verglacées. Chloé, le souffle court, atteignit la porte massive en chêne, capitonnée de feutre et de peau, et se mit à frapper avec ses poings, criant quelque chose d'inarticulé, implorant de l'aide, bien que sa voix se brisât en un râle noyé dans le rugissement de la tempête. Il lui sembla qu'une éternité s'était écoulée avant que des pas lourds et traînants ne se fassent entendre derrière la porte.
Puis un verrou cliqueta, et la porte, avec un grincement semblable à la plainte d'un vieillard, s'entr'ouvrit, libérant un nuage de vapeur et de chaleur. Sur le seuil se tenait un homme qui ressemblait à un vieux forestier des contes pour enfants. Un vieil homme grand et large d'épaules, avec une épaisse barbe grise qui lui couvrait la moitié du visage et des sourcils broussailleux sous lesquels brillaient des yeux perçants et méfiants de la couleur de l'acier. Il tenait dans ses mains un fusil à double canon, pointé vers le bas, mais son doigt reposait sur la détente, et toute son allure indiquait qu'il était prêt à s'en servir à la moindre menace. Il toisa Chloé d'un regard rapide et pénétrant, dans lequel il n'y avait pas la moindre trace de compassion, seulement de l'irritation et de la méfiance, et il gronda d'une voix basse et rauque, « Qui diable le vent amène par un temps pareil ? Dégage. Il n'y a pas d'abri pour les vagabonds ici. » Chloé, abasourdie par un tel accueil, essaya d'expliquer quelque chose, de parler des malfrats, du fait qu'elle gelait, mais ses lèvres ne lui obéissaient pas et, à la place des mots, seuls des sanglots s'échappaient de sa gorge. Elle chancela et serait probablement tombée à ses pieds si elle ne s'était pas agrippée au montant de la porte avec ses doigts blanchis par le froid. Le vieil homme, voyant qu'il n'avait affaire qu'à une jeune fille épuisée, ne s'adoucit pas le moins du monde. Au contraire, il fronça les sourcils encore plus forts, comme si sa présence était une insulte personnelle pour lui et sa solitude. Il commençait déjà à refermer la porte, marmonnant des jurons à l'encontre des visiteurs indésirables, quand soudain son regard glissa par-dessus la tête de Chloé dans l'obscurité de la cour, et l'expression de son visage changea instantanément. La colère et l'irritation firent place à la surprise, mêlée de respect et même d'une sorte de joie enfantine qui paraissait étrange sur ce visage sévère et buriné. Du tourbillon de neige, droit vers le porche, sortirent silencieusement les deux loups, Acla et Buran. Ils s'assirent dans la neige, regardant le vieil homme de leurs yeux intelligents et compréhensifs, avec calme et exigence. Jean, c'était le nom du vieil homme, abaissa lentement son fusil. Ses mains se mirent à trembler, et il fit un pas en avant, oubliant la jeune femme, oubliant le froid, oubliant tout au monde sauf ces deux bêtes. « Mes frères » murmura-t-il, et il y avait dans sa voix tant de tendresse et de douleur que le cœur de Chloé se serra. « Vous êtes revenus. Vivants. » Les loups ne bougèrent pas, mais Acla pencha légèrement la tête sur le côté et aboya doucement, un son bref et autoritaire, en désignant de sa truffe la jeune femme frigorifiée qui s'accrochait toujours au montant de la porte. Le vieil homme reporta son regard des loups sur Chloé, puis de nouveau sur les loups, et la compréhension se fit dans ses yeux. Il réalisa que cette invitée n'était pas venue d'elle-même, qu'elle avait été amenée par eux, les maîtres de la forêt, et que lui refuser l'hospitalité signifiait aller contre la volonté de ceux qu'il respectait plus que n'importe quel être humain sur terre. C'était un ordre, muet, mais qui ne souffrait aucune contestation. Et Jean, soupirant comme s'il se résignait à l'inévitable, prit la jeune femme par les bras, légère comme une plume, et la fit entrer dans la maison forestière en grommelant, « Bon, entre, puisque de tels garants se portent pour toi. » À l'intérieur de la maison forestière, il faisait sombre et une chaleur intense régnait. L'air était épais, saturé d'odeurs d'herbes séchées, de bois de bouleau et de vieux cuir. Et cette odeur monta à la tête de Chloé comme un vin fort, faisant flotter et s'embrouiller sa conscience. Jean l'assit sur un large banc près d'un grand poêle à bois qui occupait près de la moitié de la pièce et dégageait une chaleur vive et douce. Il se mit à lui retirer son manteau et ses bottes gelées, agissant avec une certaine rudesse mais avec une habileté assurée. Chloé restait assise, incapable de bouger, et regardait le vieil homme verser d'une théière noircie dans une tasse en faire une sorte de décoction d'où s'élevait une vapeur épaisse et parfumée. « Bois » ordonna-t-il en lui tendant la tasse. Sa voix ne sonnait plus aussi hostile, bien qu'elle restât sèche et impersonnelle. « C'est une tisane au miel. Ça réchauffera ton sang et ça t'évitera de nous ramener l'humidité ici. » Chloé but une gorgée, et le liquide chaud lui brûla la gorge, se répandant dans son corps en une vague agréable, redonnant de la sensibilité à ses doigts engourdis et faisant battre son cœur plus régulièrement. Dehors, derrière les murs épais, la tempête faisait rage, essayant de les atteindre. Mais ici, dans ce petit monde éclairé par la lumière tremblotante de la lampe, c'était sûr et calme. Chloé entendit les loups gratter à la porte, exigeant qu'on les laisse entrer aussi, et elle vit Jean, tout en maugréant quelque chose à propos d'un chenil dans sa maison, ouvrir la porte et laisser entrer les bêtes. Les énormes prédateurs entrèrent dans la pièce avec la dignité de rois, s'ébrouèrent, éclaboussant le plancher, et se dirigèrent immédiatement vers le poêle, où ils s'allongèrent sur un vieux tapis usé, posant leur museau sur leurs pattes et ne quittant pas la jeune femme des yeux. Jean s'assit à table en face de Chloé, sortit une blague à tabac et commença à rouler une cigarette, la lorgnant du coin de l'œil dessous ses sourcils épais. Son regard posait une question muette, qui était-elle ?
Et pourquoi des loups sauvages, qui n'avaient jamais laissé les humains les approcher, avaient-ils décidé de lui sauver la vie, risquant la leur et l'amenant au seul endroit sûr à des centaines de kilomètres à la ronde? Mais il garda le silence, sachant que chaque chose a son temps et que la forêt ne révèle pas ses secrets au premier venu, même si ce dernier est sous la protection de la meute elle-même. Chloé, réchauffée et apaisée, sentit une fatigue de plomb s'abattre sur elle. Ses paupières commencèrent à se fermer, l'emportant dans un sommeil profond et sans rêve, sous la protection sur des murs, du feu et de deux paires d'yeux jaunes attentifs. Le matin s'infiltra dans la conscience de Chloé non pas par le son strident d'un réveil, auquel elle était habituée dans sa vie citadine, mais par un silence lourd et cotonneux, seulement troublé par le crépitement régulier du bois dans le poêle et le hurlement lointain et assourdi du vent quelque part dans le conduit de cheminée. Elle ouvrit difficilement ses paupières lourdes, sentant son corps entier courbaturé, comme si elle était passée dans un hachoir. Chaque muscle répondait par une douleur sourde au moindre mouvement. À travers la petite fenêtre couverte de motifs de givre, une lumière laiteuse et blafarde filtrait, dans laquelle dansaient paresseusement des grains de poussière, créant une impression d'irréalité, comme si elle avait atterri dans un autre monde, figé dans le temps et l'espace. À la lumière du jour, la maison forestière paraissait encore plus ancienne et habitée. Des bouquets d'herbes séchées, suspendus sous le plafond, emplissaient l'air d'un arôme épicé et amer, se mêlant à l'odeur du vieux bois et de la fumée. Sur les étagères se trouvaient des pots en terre cuite et des bocaux contenant diverses décoctions, et dans un coin, sous des icônes, une veilleuse brûlait, projetant des reflets rougeâtres sur le visage noirci d'un saint. Chloé tenta de se soulever sur les coudes, mais sa tête se mit à tourner et elle retomba avec un gémissement sur le coussin dur recouvert d'une peau de mouton, comprenant que se lever dépassait ses forces pour le moment. Jean se tenait près de la table, le dos tourné, et coupait quelque chose sur une large planche à découper en bois. Ses mouvements étaient sobres et précis, dépourvus de l'agitation propre aux gens qui courent sans cesse après leurs petites affaires. Il semblait faire partie intégrante de cette maison, aussi solide et noueux que les rondins des murs, et de son large dos émanait une sensation de fiabilité et de calme dont Chloé avait tant manqué ces dernières 24 heures. En entendant son mouvement, il ne se retourna pas immédiatement. Le couteau dans sa main s'immobilisa juste un instant. Puis il reprit son activité, en grommelant sourdement, « Reste couché. Il est trop tôt pour que tu te lèves. Ton corps est en état de choc. Il a besoin de repos, pas de course. » Il n'y avait ni compassion ni chaleur dans sa voix, juste une sèche constatation. Mais Chloé ressentit une étrange gratitude pour le fait qu'il ne la harcelait pas de questions, n'exigeait pas d'explications, ne piétinait pas son âme avec la curiosité de bottes sales. Ici, dans cette nature sauvage, les mots semblaient avoir un tout autre poids, et les gaspiller était considéré comme un luxe inadmissible. C'est pourquoi le silence entre eux n'était pas pesant, mais au contraire, il guérissait, cicatrisant les blessures de l'âme mieux que n'importe quel médicament. Le plus étonnant dans ce tableau matinal était les loups. Ils ne dormaient pas, mais ne se promenaient pas non plus dans la maison. Ils étaient allongés aux endroits les plus stratégiques. Acla près de la porte, la tête posée sur ses pattes avant, les yeux fermés, mais ses oreilles tressaillaient sensiblement, captant chaque son de l'extérieur. Buran s'était installé juste à côté du poêle, non loin du banc de Chloé, et semblait somnoler, profitant de la chaleur. Cependant, dès que la jeune femme bougeait, l'œil jaune du prédateur argenté s'ouvrait immédiatement et la fixait avec une expression attentive et scrutatrice, dans laquelle il n'y avait aucune menace, seulement un contrôle calme de la situation. Cette proximité avec des bêtes sauvages qui auraient pu la déchiqueter en une seconde, mais qui, au lieu de cela, partageaient avec elle un toit et de la chaleur, provoquait dans l'âme de Chloé une tempête d'émotions complexes. La peur se mêlait à l'émerveillement, la méfiance à la vénération devant la majesté de la nature. Elle vit Jean, après avoir fini de couper la viande, prendre une gamelle et s'approcher d'Acla, la posant devant lui. Et l'énorme loup accepta l'offrande avec la dignité d'un monarque, sans remuer la queue, sans mendier, mais en reconnaissant simplement le droit de l'homme de prendre soin de lui. Ce n'était pas une relation de maître à animal de compagnie. C'était une alliance d'égaux, scellée par des années et des épreuves que Chloé ne pouvait que deviner. Le petit déjeuner se déroula dans le même silence béni. Jean lui apporta une assiette de soupe paysanne fumante, généreusement garnie, et une tranche de pain de campagne rustique qui parut à Chloé plus savoureuse que tous les plats raffinés qu'elle avait goûtés dans les restaurants. Elle mangeait avidement, s'étouffant de larmes, et à chaque cuillerée, elle sentait la vie, chaude et forte, revenir dans son corps épuisé, chassant le froid de la mort qu'il avait tenu dans ses bras peu de temps auparavant. Le vieil homme était assis en face, buvant un thé fort dans sa tasse en fer et regardant par la fenêtre la tempête qui faisait rage derrière la vitre,
comme s'il lisait dans les tourbillons de neige un livre connu de lui seul. La tempête s'est installée pour un bon moment, dit-il enfin, sans s'adresser à personne en particulier. Elle va souffler pendant 3 jours, alors reste assise, ma fille, ne bouge pas. Personne ne te trouvera ici, et personne ne mettra le nez dehors par un temps pareil. La forêt protège les siens et égare les autres. Ces mots auraient dû rassurer Chloé, mais à la mention des « autres », les visages tordus de haine des malfrats ressurgirent devant ses yeux, et une peur glaciale lui noua la gorge, faisant trembler sa main tenant la cuillère. Durand, comme s'il avait senti le changement dans son humeur, leva la tête et, claquant doucement ses griffes sur le plancher en bois, s'approcha du banc. Chloé se figea, se collant au mur. Son cœur se mit à battre comme un oiseau en cage. Car c'est une chose de voir un loup de loin, et une toute autre quand cette masse de près de 80 kilos se tient à portée de main et que vous entendez sa respiration. Mais le loup n'avait pas l'intention d'attaquer. Il s'approcha tout près, la regarda droit dans les yeux de son regard ambré et profond, où brillait une sorte de sagesse ancienne, et posa sa lourde tête sur ses genoux. Chloé eut un hoquet, craignant de bouger, craignant de provoquer la bête, mais la chaleur qui émanait de sa fourrure épaisse était si vivante, si réelle, que la peur commença à reculer, se dissolvant dans une vague de tendresse qui la submergea. Lentement, de sa main tremblante, elle toucha sa tête, plongeant ses doigts dans la fourrure dense et rêche, et sentit sous sa paume battre une puissante pulsation de vie. Le loup soupira profondément et ferma les yeux, la laissant le caresser. Et ce moment d'union entre l'homme et la bête fut pour Chloé un tournant, ce point de non-retour après lequel son ancien monde cessa d'exister. Le reste de la journée se passa dans une sorte de demi-sommeil, rempli des bruits sourds et des odeurs de la maison forestière. Chloé observait la vie de cette étrange famille, et elle avait l'impression de regarder un film hypnotique et étonnant. Elle voyait comment les loups et Jean communiquaient entre eux, sans mots, par de simples regards, gestes, légers mouvements de tête. Akla s'approcha de la porte et gémit doucement. Jean se leva aussitôt et le laissa sortir, sachant que le chef de meute devait inspecter le territoire, même par une telle tempête. Durand, resté en charge, bâilla, montrant un ensemble impressionnant de dents d'une blancheur éclatante, et se rapprocha de Chloé, comme s'il assumait le devoir de protéger la femelle faible pendant que le chef était de garde. Dans cette maison, il n'y avait pas d'agitation, pas de mensonges, pas de faux-semblants. Ici, tout était extrêmement honnête et simple. Si tu as faim, tu manges. Si tu veux dormir, tu dors. Si tu as mal, tu endures ou tu grondes. Chloé réalisa soudain à quel point sa vie en ville était complexe et fausse, pleine de conventions et de masques, et comme il était facile et naturel de respirer ici, aux côtés de ces créatures rudes mais sincères qu'il avait acceptées dans leur meute sans question ni condition superflue. Vers le soir, alors que l'obscurité s'épaississait derrière la fenêtre et que le vent se mettait à hurler encore plus furieusement, secouant les murs de la maison, Jean alluma la lampe à pétrole et s'assit pour réparer un vieux filet de pêche. Les ombres dansèrent sur les murs, transformant les loups en monstres mythiques. Mais Chloé n'avait plus peur d'eux. Elle se sentait faire partie de ce monde étrange, un petit grain de sable abrité dans la paume d'un géant. Elle regardait le visage concentré du vieil homme, Durand endormi à ses pieds, Akla qui revenait et s'ébrouait de la neige, et pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit chez elle. Pas dans cette maison avec une adresse et un enregistrement, mais dans celle où l'âme est en paix, où l'on ne vous fera pas de mal, où vous êtes sous la protection de quelque chose de plus grand que les lois humaines. Et bien qu'elle sût que quelque part là-bas, dans l'obscurité, erraient des hommes qui lui voulaient du mal, ici, dans le cercle de lumière de la lampe, sous la garde de 2 gardiens fidèles, elle croyait que tout irait bien, que cette nuit ne serait pas la dernière et que le lendemain apporterait l'espoir, et non la mort. Le soir tomba sur la forêt comme une lourde couverture de velours, et un silence particulier s'installa dans la maison forestière, ce genre de silence propice aux longues conversations traînantes sur la vie et la mort. Le feu dans le poêle ne vrombissait plus avec fureur, mais chuchotait doucement, remuant les braises rouges, et les ombres dans les coins devinrent plus douces, plus mystérieuses, comme si les esprits de la forêt étaient venus écouter ce que les humains allaient dire. Chloé était assise, les jambes repliées, et regardait Jean, qui fumait son éternelle pipe, envoyant des anneaux de fumée bleutée et odorante vers le plafond. Son visage, dans les reflets de la flamme, semblait taillé dans la pierre, ancien et sage, gardien de milliers d'histoires. Mais l'une d'entre elles, la plus importante, flottait maintenant dans l'air. Non dite, mais palpable, comme une corde tendue. Elle voyait le vieil homme regarder les loups endormis. Et dans ce regard, il y avait tant de tendresse paternelle et de douleur contenue que la question s'échappa de ses lèvres d'elle-même, doucement et prudemment, pour ne pas effaroucher l'instant.
Comment sont-ils arrivés chez vous, Jean? Les loups ne vivent pas avec les hommes. C'est contre nature. Jean ne répondit pas tout de suite. Il resta longtemps silencieux, fixant le tabac incandescent, comme s'il pesait si cette fille de la ville était digne d'entendre ce qu'il gardait dans son cœur depuis tant d'années. Mais ensuite, croisant son regard, il hocha la tête pour lui-même et commença son récit, sa voix sonnant sourdement, comme si elle venait du fond d'un puits de mémoire profond. La nature, ricana-t-il amèrement, et les rides sur son front se creusèrent. La nature, ma petite, elle est juste, mais l'homme y a apporté ses propres règles, sanglantes et viles. C'était il y a 7 ans. Juste un hiver comme celui-ci, quand le gel tuait les oiseaux en plein vol et que les arbres craquaient comme des os. À cette époque, des touristes sont apparus dans la région, riches, repus, arrivant en hélicoptère et en motoneige, avec des fusils qui portent à 1 kilomètre. Ils ne cherchaient ni la viande ni les peaux, mais le divertissement. Ils appelaient ça un safari, moi j'appelle ça un massacre. J'étais plus jeune alors, plus sanguin, j'ai essayé de me battre contre eux, mais qui suis-je face à l'argent et au pouvoir? Un moins que rien, un vieux forestier qu'on peut abattre accidentellement, en faisant passer ça pour un accident de chasse. Et puis un jour, j'ai entendu des coups de feu près du ravin sombre, fréquents, rageurs, et le vrombissement d'un moteur qui semblait déchirer le ciel. J'y suis allé, sur mes skis, le cœur battant la chamade. Je sentais le malheur, mais je suis arrivé trop tard. Quand je suis arrivé, un silence tel régnait qu'il me sifflait aux oreilles. Seule la neige était rouge, comme si quelqu'un avait renversé un seau d'érel. Il y avait beaucoup de sang, ma petite, beaucoup trop pour une seule bête. Jean se tut, tirant sur sa pipe, et sa main qui la tenait tremblait visiblement, trahissant l'émotion qu'il tentait de dissimuler derrière un calme apparent. Les loups, comme s'ils sentaient le changement d'humeur de leur maître, levèrent la tête et le regardèrent, et Buran gémit doucement, comme pour l'encourager. Elle était là, continua le vieil homme, et sa voix se brisa. Leur mère. C'était une beauté, immense, argentée, une véritable reine de la forêt. Elle gisait sur le flanc, criblée de balles, mutilée, abandonnée. Ils l'avaient simplement tuée et laissée là, sans même prendre de trophée, juste pour s'amuser, avant de repartir boire leur alcool. Je me suis approché, je suis tombé à genoux devant elle, lui demandant pardon pour toute la race humaine. Je lui ai fermé les yeux, elle était encore chaude. Et soudain, j'entends un petit couinement, si plaintif, venant de sous les racines d'un sapin déraciné, là où elle avait sa tanière. J'ai regardé à l'intérieur, et là, 2 petites boules de poils, encore aveugles, se blottissant l'une contre l'autre, tremblant. Leur mère les avait protégées jusqu'au bout, attirant les tueurs loin de la tanière, les éloignant, donnant sa vie pour que ces petits survivent. Et me voilà, debout, à les regarder et à comprendre, si je les laisse, ils gèleront en 1 heure où un renard les emportera. Si je les prends, je me condamne à une lutte éternelle, car on ne tient pas un loup en laisse, et on n'explique pas aux gens qu'il est un ami. Chloé écoutait, le souffle coupé, et les larmes coulaient d'elle-même sur ses joues, mais elle ne les essuyait pas. L'image de la louve tuée et des louveteaux sans défense était si vive devant ses yeux, comme si elle avait été là-bas, dans cette neige sanglante. Je les ai mis contre ma poitrine, dans ma pelisse en peau de mouton. Jean se tapa la poitrine, là où battait son cœur. Ils étaient glacés, comme des glaçons, mais dès qu'ils ont senti la chaleur, ils se sont calmés, ont enfoué leur museau dans ma chemise et se sont mis à respirer doucement. C'est comme ça que je les ai ramenés à la maison. Oh, j'en ai bavé avec eux, ma fille. Je les ai nourris au lait de chèvre avec un biberon, je ne dormais pas la nuit, je leur massais le ventre comme à des bébés. Akla, il a tout de suite été sérieux. Il me regardait de ses yeux de chiot bleu, comme pour demander, c'est toi notre maman maintenant? Buran, lui, était un schnappant, il essayait toujours de me mordre le doigt, grognant de sa gueule édentée. Les gens du village l'ont appris, ils se tapaient l'index sur la tempe en disant, tue-les, Jean, ce sont des bêtes. Quand ils grandiront, ils te sauteront à la gorge. Mais moi, je les regardais jouer sur le sol, tirer sur mon pantalon, et je pensais, je préfère être égorgé par un loup que trahi par un homme. Les bêtes, elles, sont honnêtes. Si elles aiment, c'est jusqu'à la mort, si elles détestent, c'est ouvertement. Il n'y a pas de bassesse en elles. Elles ne gardent pas de rancune. Le vieil homme posa sa pipe et tendit la main à Akla, qui présenta aussitôt sa tête large sous la paume rugueuse. 1 an a passé, ils étaient devenus grands comme des veaux.
Ils avaient pris de la force. Je les laissais aller dans la forêt, je leur apprenais à chasser. Je pensais qu'ils partiraient, quand l'appel du sang se ferait sentir. Ils ne sont pas partis. Ils revenaient chaque soir, m'apportaient du gibier. Un lièvre, un oiseau. Ils partageaient. Ça voulait dire qu'ils me reconnaissaient comme le chef de la meute. Bien que quel chef suis-je, un vieux tronc d'arbre. Et puis ces gens sont revenus, les mêmes, dans le même hélicoptère. Apparemment, ils n'avaient pas eu assez de sang. Ils nous ont trouvés près du ruisseau. Je n'avais pas mon fusil ce jour-là, juste un couteau. Eux, ils étaient ivres, joyeux. Ils ont vu les loups, ils se sont réjouis, ils ont épaulé leurs carabines. Alors je me suis mis devant eux, les bras écartés, en criant « N'osez pas. Il faudra me passer sur le corps. » L'un d'eux s'est mis à rire et m'a frappé au visage avec la crosse de son fusil, si fort que je suis tombé par terre. La lumière s'est éteinte. Je pensais que c'était la fin pour moi. Mais je me suis réveillé. Le silence. La neige était retournée tout autour. Du sang, mais pas le mien, ni celui des loups. Ils s'étaient enfuis, abandonnant leurs armes, abandonnant tout, ils ont couru en panique jusqu'à leur hélicoptère. Les loups ne les ont pas touchés, ne les ont pas égorgés, ils leur ont juste fait une peur telle qu'ils ont dû se faire dessus, probablement. Ils se tenaient au-dessus de moi, grognant, la bave aux lèvres, les yeux terrifiants, mais ils me léchaient le visage pour me ranimer. Depuis ce jour, au village, on m'appelle le berger des loups, on m'évite, on a peur. Et c'est tant mieux pour moi. Moins de gens, l'air est plus pur. Jean se tut, et le silence régna de nouveau dans la maison, mais c'était un silence différent maintenant, rempli d'une profonde signification et de compréhension. Chloé regardait les loups avec des yeux entièrement nouveaux. Ce n'étaient pas de simples prédateurs, pas de simples belles bêtes. C'étaient les enfants d'une tragédie, des orphelins élevés par l'amour d'un homme, et qui avaient payé cet amour d'une loyauté absolue et sans limite, dont peu d'humains sont capables. L'histoire de Jean avait bouleversé quelque chose dans son âme. Elle lui fit comprendre que la vraie famille, ce n'est pas là où il y a un sang commun, mais là où l'on est prêt à mourir l'un pour l'autre, où l'on partage le dernier morceau de pain et où l'on se réchauffe du corps par un froid glacial. Elle comprit pourquoi les loups l'avaient sauvée. Eux, qui avaient grandi dans la douleur et la perte, ressentaient la douleur et la peur des autres comme les leurs. Ils avaient vu en elle non pas une proie, mais une victime comme eux, acculée par des prédateurs à deux pattes, les mêmes qui avaient autrefois tué leur mère. Maintenant, tu comprends pourquoi je ne les chasse pas? Demanda doucement Jean, en regardant le feu. Ils sont mon âme, Chloé. La seule chose qui me retient sur cette terre. Sans eux, je me serais desséché depuis longtemps comme un vieil arbre, ou j'aurais sombré dans l'alcoolisme par chagrin. Avec eux, je suis vivant, je suis utile. Et tant que je respirerai, pas un poil ne tombera de leur fourrure. Chloé ne pouvait pas parler, sa gorge était nouée par un spasme. Elle glissa simplement du banc sur le sol, près des loups, et serra Buran par son cou puissant, enfouissant son visage dans sa fourrure épaisse, qui sentait les aiguilles de pin. Le loup ne s'écarta pas, il soupira seulement profondément et posa sa lourde patte sur son dos, comme pour l'accepter dans son cercle, dans sa meute étrange mais si réelle. À ce moment, elle se sentit protégée comme jamais dans sa vie. Mais quelque part au fond de son âme, à la limite de la conscience, un pressentiment inquiétant naquit. L'histoire de Jean était belle, mais c'était aussi un avertissement. Le mâle, une fois entré dans la forêt, a l'habitude de revenir, et ceux qui l'avaient attaqué dans les bois étaient de la même espèce que ceux qui avaient tué la louve. La boucle était bouclée, et le passé était prêt à affronter le présent dans un combat mortel. Dehors, le vent redoubla de violence, hurlant avec une force nouvelle, comme pour avertir les habitants de la maisonnette du danger imminent. La nuit s'installait, et dans son souffle glacial, on sentait déjà l'odeur du danger. Les malfrats n'avaient pas disparu. Ils étaient quelque part là-bas, dans l'obscurité, pensant leurs blessures et accumulant la haine, et leurs traces, encore cachées par la tempête, menaient inévitablement à ce petit îlot de chaleur dans un océan infini de neige. Mais tant que le feu brûlait dans le poêle et que deux énormes bêtes respiraient à ses côtés, Chloé croyait que ce conte pouvait avoir une fin heureuse. Bien que son cœur se serrât de peur, non pas pour elle-même, mais pour ces créatures étonnantes devenues si proches en un seul jour. Le matin du jour suivant accueillit les habitants du refuge forestier avec un calme trompeur et sinistre. La tempête, qui avait fait rage pendant 2 jours, s'était essoufflée,
ayant épuisé toute sa fureur. Et maintenant, un silence cristallin et assourdissant régnait sur la forêt. Le ciel, débarrassé des nuages, brillait d'un bleu glacial et perçant, et le soleil, bas et éclatant, inondait tout d'une lumière aveuglante, faisant scintiller les congères de millions de diamants. On aurait pu croire qu'il fallait vivre et se réjouir de cette beauté primitive, respirer à plein poumon cet air glacial qui donnait le vertige. Mais à l'intérieur de la maison forestière régnait une tension palpable et poisseuse, comme de la résine. Les loups, qui dormaient habituellement après leur garde de nuit, étaient aujourd'hui sur les nerfs. Akla n'était pas couché à sa place près de la porte, mais arpentait la pièce d'un coin à l'autre. Ses griffes claquaient sur le plancher en bois, marquant un rythme nerveux, et les poils de sa nuque se hérissaient de temps à autre, comme s'il sentait le contact d'une main hostile et invisible. Buran, habituellement plus affectueux et calme, était assis près de la fenêtre, les pattes avant posées sur le rebord, et scrutait l'étendue blanche. Ses narines frémissaient, aspirant l'air, essayant d'isoler de la fraîcheur glaciale une odeur étrangère et dangereuse. Jean, en observant ses protégés, devenait de plus en plus sombre. Il connaissait le langage des bêtes mieux que celui des hommes et comprenait, un tel comportement n'augurait rien de bon. Les loups ne se trompent jamais. Leurs instincts sont affinés par des millions d'années d'évolution. Et s'ils sont inquiets, c'est que la mort rôde quelque part à proximité, tournant autour de leur refuge, cherchant un point faible. Le vieil homme s'habilla en silence, enfila sa lourde pelisse en peau de mouton, prit son fusil à double canon au muret, après avoir vérifié les cartouches, glissa une poignée de chevrotines dans sa poche. « Reste tranquille », lança-t-il à Chloé, qui suivait ses préparatifs avec effroi. « Verrouille la porte et n'ouvre à personne, même si tu entends ma voix, tant que je n'ai pas donné le signal convenu, 3 coups sur le montant. Nous allons vérifier les environs. » Il siffla les loups, et ceux-ci, comme s'ils attendaient cet ordre, se trouvèrent instantanément près de la porte, prêts à l'action. Leurs yeux brûlaient d'un feu froid et résolu. Il n'y avait pas de peur en eux, seulement la concentration de prédateurs avant la chasse. Mais cette fois, ils pourraient bien être la proie. En sortant sur le porche, Jean sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas. L'air était pur, mais une odeur étrangère à peine perceptible y flottait. Une odeur de brûlé, de tabac bon marché et de sueur humaine, que le vent apportait de la plaine. La forêt était immobile, mais ce n'était pas un sommeil paisible, mais une attente tendue. Les oiseaux ne chantaient pas, les écureuils ne jacassaient pas, même les pics-verts avaient cessé leur travail. La forêt s'était figée, attendant le dénouement. Jean, s'efforçant de marcher dans ses propres pas pour ne pas trahir sa présence, descendit du porche et se dirigea vers la lisière de la forêt. Les loups glissaient à ses côtés comme des ombres silencieuses, leurs oreilles tournant comme des radars, scannant l'espace. Ils parcoururent environ 1 kilomètre, s'enfonçant dans le taillis, là où une ancienne éclaircie croisait un ruisseau. Et là, sur la neige d'une blancheur immaculée, Jean vit ce qu'il craignait le plus. Une chaîne de traces, profonde, inégale, laissée par de lourdes bottes militaires. Les traces n'étaient pas fraîches, elles dataient de la veille. La neige les avait déjà légèrement saupoudrées, mais l'œil expert du chasseur détermina immédiatement, 3 hommes sont passés par ici. Ils n'étaient pas partis, comme il l'avait espéré. Ils tournaient en rond, cherchaient, resserraient le cercle. Akla s'approcha de l'une des traces, baissa la tête et gronda sourdement. Les poils de son dos se hérissèrent, formant une crête dure. Il leva son museau vers son maître, et dans son regard, Jean lut un message clair, l'ennemi est ici. Il n'est pas parti. Il se prépare à bondir. C'était le pire des scénarios possibles. Les malfrats, remis de leur première frayeur, ne s'étaient pas enfuis en ville la queue entre les jambes. La haine et la soif de vengeance, décuplées par la peur d'être démasqués au car ils comprenaient que Chloé était un témoin vivant de leur crime les avaient poussés à revenir. Ils n'étaient visiblement pas de simples voyous de la ville, mais des hommes aguerris, peut-être des braconniers ou des évadés de prison, connaissant la forêt, sachant attendre et attaquer par surprise. Ils avaient compris que les loups ne pouvaient pas être partout à la fois, que les bêtes avaient une tanière à protéger. Et maintenant, ils traquaient méthodiquement cette tanière, pour porter un coup unique, précis et mortel, en éliminant à la fois le témoin et ses protecteurs. Jean s'accroupit, touchant de la main la neige durcie, et sentit son cœur se serrer de chagrin et de rage. Il avait tant espéré finir ses jours en paix, loin de la souillure humaine, mais la souillure était venue frapper à sa porte, amenant la guerre avec elle. Il regarda les loups. De belles bêtes puissantes, pleines de vie.
Était-elle destinée à périr à cause de la bassesse humaine? L'histoire d'il y a 7 ans allait-elle se répéter, et la neige se teinter à nouveau du sang de ceux qui lui étaient plus chers que tout au monde? Buran s'approcha du vieil homme et lui frotta sa truffe humide contre la joue, comme pour dire « Ne t'en fais pas, père, on va s'en sortir. Nous sommes ensemble, et donc, nous sommes la force. » Ce geste de confiance infinie redonna des forces à Jean. Il se releva, redressa les épaules et serra plus fort son fusil. Non, il ne les livrerait pas si facilement. C'est sa forêt, sa maison, sa famille. Et si ces sous-hommes veulent la guerre, ils l'auront. Seulement, cette guerre se déroulera selon les lois de la forêt, où ce n'est pas celui qui a la meilleure arme qui gagne, mais celui dont l'esprit est le plus fort, et qui connaît chaque recoin de cette forêt. De retour à la maison forestière, Jean trouva Chloé assise près du poêle, pâle, les yeux écarquillés de peur. Elle comprit tout de suite à son visage, à la façon dont il verrouilla fermement la porte, dont il vérifia les volets aux fenêtres. « Ils nous ont trouvés » demanda-t-elle à voix basse, et sa voix trembla. Jean ne mentit pas. « Ils tournent » répondit-il en posant son fusil dans un coin. « Les traces sont fraîches. Ils ne sont pas partis, Chloé. Ils chassent. » La jeune femme se couvrit le visage de ses mains et se mit à pleurer, doucement, sans un bruit, secouée par des sanglots. Un sentiment de culpabilité la submergea. « C'est ma faute » murmura-t-elle à travers ses larmes. « Sans moi, vous vivriez tranquillement. J'ai amené le malheur dans ta maison, Jean. Chasse-moi. Qu'ils me prennent, mais qu'ils ne vous touchent pas, ni vous ni les loups. » Ces mots, pleins de désespoir et d'abnégation, frappèrent le vieil homme. Il s'approcha d'elle, posa sa lourde main sur son épaule tremblante et dit d'une voix étonnamment douce, « Tu es idiote, ma fille, quelle idiote. Tu crois que les loups t'ont sauvé pour que je te jette maintenant en pâture? Ils ont vu en toi une âme pure, non corrompue, et les loups s'y connaissent mieux en humain que nous. Maintenant, tu fais partie de la meute, et dans une meute, on n'abandonne jamais les siens. Retiens bien ça. » Les préparatifs pour le siège commencèrent. Jean comprenait que les malfrats n'oseraient probablement pas une attaque frontale tout de suite. Ils avaient peur des loups. Ils attendraient sans doute la nuit, essaieraient de les épuiser, de les effrayer, de les déloger par le feu ou la faim. Il sortit des provisions de sous le plancher, de la viande séchée, des céréales, des cartouches, dont le nombre était dérisoire, seulement 2 boîtes, une hache de bûcheron et un long couteau de chasse. « Écoute-moi attentivement » instruisait-il Chloé, tandis que les loups observaient attentivement chacun de ses mouvements, comme s'ils mémorisaient le plan d'action. « La nuit, tu ne sors pas de la maison. Même s'il semble calme dehors. Ils sont vicieux, ils pourraient tendre un piège. S'ils commencent à forcer l'entrée, prends la hache et frappe sans regarder. Je surveillerai les fenêtres, les loups, la porte. » Acla, Buran, s'adressa-t-il aux bêtes, qui dressèrent aussitôt les oreilles. « Protégez-la. Vous en répondez sur votre tête. » Les loups grognèrent brièvement en réponse, confirmant que l'ordre était reçu. Le soir tombait sur la forêt, rapidement et inexorablement, comme le couvercle d'un cercueil. Les ombres s'allongèrent, se transformant en figures étranges, et chaque buisson semblait maintenant cacher un ennemi. Le vent se leva de nouveau, hurlant dans la cheminée un chant funèbre, mais maintenant ce son ne berçait plus, il tendait les nerfs à l'extrême. Chloé regardait par la fenêtre la neige bleuissante, et il lui semblait voir du mouvement entre les arbres, des silhouettes sombres passant d'un tronc à l'autre. Une peur froide et poisseuse lui parcourut le dos, mais à côté d'elle, le flanc pressé contre sa jambe, était assis Buran. Sa chaleur, sa respiration régulière, sa confiance tranquille étaient l'encre qui maintenait sa raison à flot. Elle plongea ses doigts dans sa fourrure et murmura, « On ne se rendra pas, n'est-ce pas ?» Le loup tourna la tête et lui lécha la main. Et dans ce simple geste, il y avait plus de soutien que dans 1000 mots. Le siège avait commencé, et cette nuit promettait d'être infiniment longue. La nuit s'abattit sur la forêt, non pas en douceur comme en été, mais comme une lourde dalle noire, engloutissant instantanément les contours des arbres et transformant la forêt en une masse obscure et hostile. À l'intérieur de la maison, l'air s'épaissit, devenant dense de tension, une tension que l'on aurait pu couper au couteau. Chaque bruit, le crépitement d'une bûche dans le poêle, le grincement d'une lame de plancher, le lourd soupir d'un loup semblait assourdissant, faisant manquer un battement au cœur. Jean éteignit la lampe à pétrole, ne laissant que la faible lueur du clapet entrouvert du poêle, pour ne pas faire de lui et de Chloé des cibles faciles pour ceux qui se cachaient dehors.
La maison forestière, qui semblait il y a peu un refuge confortable, s'était transformée en piège, en cage de bois entourée de prédateurs bien plus terribles que n'importe quelle bête, des hommes ayant perdu leur humanité. Chloé était assise par terre, les genoux enserrés dans ses bras, et tremblait non pas de froid, mais de cette terreur animale et poisseuse de l'attente. Elle se sentait comme une petite fille cachée sous une couverture pour échapper aux monstres de la nuit. Sauf que les monstres étaient réels, et qu'aucune couverture ne pouvait la sauver d'une balle ou d'un couteau. À côté d'elle, comme un bouclier vivant, était couché Buran. Son corps était tendu comme un ressort d'acier, et ses oreilles bougeaient constamment, scrutant chaque bruissement derrière les murs, filtrant les bruits du vent des bruits de pas furtifs. Le premier coup ne frappa ni la porte ni les fenêtres, mais le moral. De l'obscurité, du côté où la forêt touchait presque la palissade, s'éleva un sifflement fort et moqueur, suivi d'un rire rauque et ivre qui résonna dans le silence nocturne comme un blasphème. « Et, le vieux !» cria quelqu'un, et cette voix parut douloureusement familière à Chloé, lui provoquant une nausée de souvenirs. « On va jouer à cache-cache encore longtemps. Donne-nous la fille et on s'en va. » « À quoi elle te sert, à toi, un vieux ? On s'est amusé, ça suffit. Maintenant, c'est notre tour. » Les mots, sales et collants, heurtèrent les rondins, et Jean ne fit que serrer plus fort la crosse de son fusil. Ses mâchoires se contractèrent, mais il garda le silence, sachant que toute réponse ne ferait qu'exciter ces salauds. Akla, posté près de la porte, gronda sourdement, et ce son, bas et vibrant, était chargé d'une haine si concentrée que même les ténèbres dans les coins semblèrent reculer. Les loups comprenaient le sens de ce qui se passait aussi bien que les humains. Ils sentaient la menace émanant de ces voix, et leurs instincts exigeaient une attaque immédiate. Ils voulaient sortir et déchirer les ennemis. Mais l'ordre silencieux et strict de leur maître les maintenait en place. « Et, le vieux !» hurla à nouveau le malfrat, et maintenant, des notes de colère hystérique perçaient dans sa voix. « On sait bien que t'as presque plus de balles, et nous, on est 3. Et nos flingues sont plus sérieux que ton pétard. Fais pas l'idiot, ouvre, ou on crame ta cabane avec toi et ton zoo. » La menace d'un incendie flotta dans l'air. Terrible et réelle. La maison en bois, séchée par des décennies, s'enflammerait comme une allumette, et ils auraient alors un choix terrible, brûler vif ou courir sous les balles. Jean regarda Chloé, et dans la faible lueur des braises, elle vit dans ses yeux non pas la peur, mais une fatigue mortelle infinie et la détermination d'aller jusqu'au bout. Il compta les cartouches disposées sur le banc, 4 de chevrotine, 2 balles. 6 tirs. 6 chances contre 3 tueurs armés qui, très probablement, n'iraient pas au contact direct, mais essaieraient de les épuiser, de les maintenir dans la peur, attendant que leur nerf lâche. C'était un siège classique, le siège d'une forteresse où les défenseurs n'avaient pas le droit à l'erreur. Dehors, quelque chose de lourd frappa le mur avec un bruit sourd, et la maison trembla. Puis une autre fois, et encore une. Les malfrats jetaient des pierres ou des bûches, testant la solidité de leurs nerfs. Essayant de les provoquer, de les forcer à se montrer. Chloé poussa un cri et se boucha les oreilles, incapable de supporter cette pression psychologique. Il lui semblait que les murs se refermaient, que l'air se raréfiait. C'est à ce moment qu'elle prit conscience de toute la gravité de sa faute envers ces êtres. Elle, l'étrangère de la ville, avait apporté la guerre dans ce monde paisible et perdu. À cause d'elle, un vieil homme qui l'avait sauvé risquait sa vie. À cause d'elle, ces magnifiques bêtes, devenues sa famille, pouvaient mourir. Cette pensée la brûlait de l'intérieur plus fort que le feu. « Pardonnez-moi » murmura-t-elle, en regardant les yeux ambrés de Buran qui, sentant son état, se serra encore plus contre elle, posant sa lourde tête sur son épaule. « Pardonnez-moi, je dois sortir. Je dois arrêter ça. » Elle tenta de se lever, poussée par un élan désespéré de sacrifice, mais la main lourde de Jean se posa sur son épaule, la forçant à se rasseoir. Assise, siffla-t-il avec fureur. « Où tu vas comme ça? Tu crois qu'ils te veulent vivante? Ils n'ont pas besoin de témoins. Ils te feront passer à la casserole, puis ils te trancheront la gorge et te jetteront dans un marais. Et nous avec, pour qu'on ne parle pas. Nous sommes dans le même bateau maintenant, ma petite, et on coulera ou on flottera ensemble. » Le temps s'écoulait, douloureusement lent, transformant les minutes en heures. Les malfrats changèrent de tactique. Ils cessèrent de crier et de jeter des pierres. Et un silence s'installa, encore plus terrifiant que le bruit. C'était le calme avant la tempête, le silence du prédateur avant le bon.
Jean savait qu'ils n'étaient pas partis. Il sentait leur présence sur sa peau, entendait leur souffle dans le murmure du vent. Ils attendaient que la fatigue fasse son œuvre, que la tension se relâche. Akla s'approcha de la fenêtre, se dressa sur ses pattes arrière et jeta un regard prudent à travers une fente entre les volets. Soudain, il recula et aboya sourdement. Au même instant, une lueur orange jaillit de l'extérieur, illuminant les interstices des murs. Une odeur de fumée, âcre et résineuse, se répandit. Ils avaient mis le feu au tas de bûches empilées contre le mur du hangar, qui se trouvait à une dizaine de mètres de la maison. Les flammes crépitèrent joyeusement, dévorant le bois de bouleau sec. Et à la lumière de ce brasier, Chloé vit des ombres passer. Les malfrats se déplaçaient, prenant position, éclairés par l'incendie. C'était un coup calculé et cruel. Le feu ne menaçait pas directement la maison, le vent soufflait dans l'autre sens, mais il leur donnait de la lumière, privant les défenseurs de l'avantage de l'obscurité, et créait la panique. Les salauds rusés, marmonna Jean, observant l'incendie à travers une fente. Ils veulent nous prendre par la lumière, pour qu'on soit à découvert si on court éteindre. Il regarda les loups. Les bêtes ne paniquaient pas. Au contraire, la vue du feu avait réveillé en elles une fureur ancienne et sauvage. Buran n'était plus couché. Il tournait en rond dans la pièce. Ses crocs étaient découverts, et de sa poitrine s'échappait un grondement semblable au fracas d'une avalanche. Il comprenait que l'ennemi avait franchi une ligne, que les jeux étaient terminés. Jean les appela, s'agenouilla et les serra tous les deux par leurs coups puissants. « Doucement, mes frères, doucement » murmura-t-il, et sa voix était dure comme la pierre. « Ce n'est pas encore le moment. Laissez-les brûler le bois, on aura plus chaud. Ils veulent qu'on sorte, mais on ne sortira pas. On va les forcer à venir ici, sur notre territoire, où chaque coin est à nous, où chaque ombre est à nous. Nous livrerons bataille ici. » Chloé regardait cette scène. Le vieil homme et les deux loups dans un cercle de lumière rougeâtre provenant de l'incendie lointain, et sentait quelque chose changer en elle aussi. La peur, qui l'avait paralysée tout ce temps, commençait à céder la place à une détermination froide et rageuse. Elle aperçut dans un coin, près du poêle, une vieille hache de bûcheron au long manche. Lentement, en essayant de ne pas faire de bruit, elle rampa jusqu'à elle et la prit dans ses mains. Le métal lourd et froid lui donna confiance. Elle n'était plus une victime, une brebis tremblante. Elle faisait partie de cette petite meute étrange, acculée, mais pas brisée. Si les malfrats faisaient irruption ici, elle ne crierait pas et n'implorerait pas pitié. Elle se battrait. Pour elle-même, pour Jean, pour Buran, qui la regardait maintenant avec approbation, comme pour dire, voilà, maintenant tu es l'une des nôtres. Maintenant tu comprends la loi de la forêt. Soit tu es chasseur, soit tu es proie. Il n'y a pas de troisième voie. Le siège les avait pris au piège, les avait coupés du monde, mais il les avait aussi soudés, les transformant en un organisme unique, prêt à se battre pour le droit de vivre jusqu'à la dernière goutte de sang. L'incendie allumé par les malfrats près du hangar s'éteignit, ne laissant derrière lui qu'un tas de braises rougeoyantes, semblables à des rubis dispersés dans la neige. Et l'obscurité resserra à nouveau ses rangs, s'approchant au plus près des murs de la maison. Il semblait que la nuit elle-même était devenue l'allié des assaillants, dissimulant leur déplacement sous un voile dense et impénétrable, où se noyaient les sons et les silhouettes. À l'intérieur, la tension atteignit son paroxysme, transformant l'air en une substance épaisse et visqueuse qui rendait la respiration difficile. Jean, qui n'avait pas lâché son fusil une seconde, était assis sur un tabouret près de la seule fenêtre donnant sur le côté aveugle de la forêt. Son dos était pétrifié par la tension, et ses yeux pleuraient à force de scruter l'obscurité. Il savait qu'ils n'étaient pas partis, qu'ils avaient simplement changé de tactique. S'ils n'avaient pas réussi à prendre la maison de force, s'ils n'avaient pas réussi à les déloger par le feu, ils utiliseraient la ruse, tenteraient de s'infiltrer en silence, comme des serpents, pour frapper pendant leur sommeil. Mais ils n'avaient pas pris en compte une chose, dans cette maison, personne ne dormait, et les gardiens ici n'étaient pas des humains au sens émoussé, mais des bêtes pour qui la nuit était un élément naturel. Vers 3 heures du matin, alors que le sommeil commençait à traîtreusement fermer les paupières même du vieil homme habitué aux privations, Akla, couché près du seuil, se leva soudainement sans un bruit. Ses oreilles, qui jusqu'alors captaient chaque bruissement, se figèrent, tournées vers le mur arrière de la maison, là où se trouvait une petite ouverture condamnée par des planches, servant autrefois de ventilation pour le vide sanitaire. Le loup ne gronda pas, n'aboya pas. Il baissa simplement la tête,
et les poils de sa nuque se hérissèrent, le transformant en un monstre bossu et effrayant. Buran, couché aux pieds de Chloé, capta instantanément le signal de son frère et bondit également. Son corps se tendit, prêt à sauter. Jean intercepta le regard du chef de meute et comprit tout sans un mot. « Là-bas » murmura-t-il en remuant seulement les lèvres, hochant la tête vers le mur arrière. « Ils ont trouvé un rondin pourri, ils veulent creuser ou le défoncer. » D'un geste, le vieil homme indiqua à Chloé de ne pas bouger, et lui-même, en essayant de ne pas faire grincer le plancher, se dirigea vers la zone dangereuse, le fusil prêt à tirer. Le bruit était à peine audible, un grattement métallique et méthodique contre le bois, comme si un énorme rat rongeait le coin de la maison. Les malfrats agissaient intelligemment. Ils avaient choisi l'endroit le plus isolé, sans fenêtre, espérant arracher discrètement les planches pourries et se glisser dans le vide sanitaire, et de là, directement dans la pièce à vivre par la trappe. Jean se figea, tendant l'oreille. Le grattement s'intensifia, puis un craquement de bois brisé retentit, et une bouffée d'air glacial et d'odeur d'alcool s'infiltra par une fente entre les rondins. Dehors, quelqu'un jura à voix basse. « C'est presque bon », chuchota une voix rauque. « Passe le pied de biche, encore un petit coup. » Ils étaient persuadés que le vieil homme était endormi, que la maison était silencieuse. Ce fut leur erreur fatale. Jean aurait pu tirer à travers le mur, au son, mais il économisait ses munitions, sachant que la chevrotine risquait de ne pas traverser le bois épais ou de rater sa cible. Il devait les accueillir à coup sûr. Soudain, les planches qui fermaient l'ouverture volèrent en éclats à l'intérieur. Et dans le trou noir qui venait de se former, à peine éclairé par la lune, une main gantée de cuir passa, suivie d'une tête coiffée d'un bonnet de laine. Le malfrat tentait d'évaluer la situation pour se glisser à l'intérieur, et à ce moment, le ressort se détendit. Akla, silencieux et mortel, n'attendit pas l'ordre. Il traversa la pièce comme un éclair gris. Son saut fut si rapide que l'œil ne put suivre le mouvement. Un bruit sourd de corps heurtant le mur, un craquement d'os et un hurlement sauvage, inhumain, plein de douleur et d'horreur, déchira le silence de la nuit. Les mâchoires du loup se refermèrent sur l'épaule de l'assaillant, s'enfonçant dans la chair à travers les vêtements, broyant l'articulation. Le malfrat hurla, essayant de se libérer, se débattit en arrière, entraînant le loup avec lui dans l'ouverture. Mais Akla tenait bon, les pattes appuyées contre le mur, et grognait d'une voix sourde et terrifiante, secouant la tête comme s'il secouait une poupée de chiffon. Dehors, la panique éclata. « Serge, Serge, tiens bon !» crièrent des voix. « Tire, salaud, tire-lui dessus !» Une détonation retentit, tout près, à bout portant. Un éclair illumina le trou, une odeur de poudre se répandit. Akla poussa un bref jappement de douleur, mais ne lâcha pas sa prise, attendant encore une seconde avant de desserrer les mâchoires et de bondir en arrière dans la pièce. Le malfrat, hurlant de douleur, tomba dehors, dans la neige. « On se casse, on se casse. Il m'a arraché le bras. Le sang gicle. » criait l'homme blessé, hystérique, et le bruit de pas lourds et de jurons s'éloigna en direction de la forêt. L'attaque avait échoué. La terreur face à la bête qui avait attaqué depuis l'obscurité s'était avérée plus forte que l'envie de tuer. Les malfrats s'enfuyaient, traînant leurs camarades estropiés, laissant des taches brunes sur la neige. Jean se précipita vers le trou, le bouchant à la hâte avec une vieille couverture et poussant un lourd coffre pour barricader le passage. « Parti !» souffla-t-il, essuyant la sueur de son front d'une main tremblante. Ils ont eu ce qu'ils méritaient, ces démons. Mais il n'y avait aucune joie dans sa voix. Il se retourna et vit ce qui lui fit tomber le cœur. Akla était couché sur le flanc au milieu de la pièce, respirant lourdement. Sur sa fourrure sombre, au niveau de l'omoplate, une tache noire et humide s'étendait rapidement. La balle, tirée à bout portant, l'avait touché. Le loup ne gémissait pas, il aspirait seulement l'air avec un léger sifflement, les dents serrées, et léchait le sol devant lui, essayant de maîtriser la douleur. Buran tournait autour de son frère, lui donnant des coups de museau, émettant des sons semblables aux pleurs d'un enfant, plein de désespoir et d'impuissance. « La lumière, Chloé, allume la lampe. »« Vite !» ordonna Jean, jetant son fusil et tombant à genoux devant son ami blessé. La jeune femme, sortie de son état de choc, frotta une allumette de ses mains tremblantes, et la lumière jaune inonda la pièce, arrachant à l'obscurité cette scène terrible. Elle accourut vers eux, et soudain, la professionnelle en elle, la médecin qui sommeillait quelque part profondément sous les couches de peur, se réveilla.
la vue du sang ne l'effraya pas. Au contraire, elle mobilisa toutes ses forces. « Écarte-toi, Jean, laisse-moi voir, dit-elle fermement en repoussant le vieil homme. Jean obéit, la regardant avec espoir. Chloé examina la blessure. La balle avait effleuré la peau, arrachant un morceau de chair et endommageant la fourrure. Mais heureusement, elle n'avait touché ni l'os ni les poumons. La plaie était profonde, déchiquetée et saignait abondamment, mais elle n'était pas mortelle si l'on parvenait à arrêter l'hémorragie. Il faut une aiguille, du fil, de la vodka ou de l'alcool et un tissu propre, ordonna Chloé, sa voix sonnant dure et assurée. Jean se précipita vers l'armoire, sortant tout ce qui était nécessaire. Chloé n'hésita pas et déchira sa propre chemise pour en faire des bandages. Elle savait que la bête pouvait la mordre sous l'effet de la douleur, mais elle n'avait pas peur. Elle regarda dans les yeux d'Akla, brouillés par la souffrance, mais toujours clairs et intelligents. « Patiente, mon beau, patiente, mon petit » murmura-t-elle en lui caressant doucement la tête pendant que Jean versait de la vodka sur la plaie. Le loup tressaillit, gronda sourdement. Ses muscles se contractèrent comme de la pierre, mais Buran, qui se tenait à côté, lécha le museau de son frère et posa une patte sur son cou, le retenant, le calmant. C'était une scène étonnante. Un homme et une louve soignant un autre loup, se comprenant sans mots. Chloé prit l'aiguille, chauffée à la flamme de la lampe, et commença à coudre. Ses mains, fines et délicates, travaillaient rapidement et avec précision, rapprochant les bords de la plaie. Le sang tachait ses doigts, gouttait sur le sol, mais elle ne s'arrêtait pas, murmurant des mots de réconfort sans fin, comme un mantra. Akla endurait. Il ne faisait que trembler légèrement et gémissait parfois doucement, mais ne fit aucune tentative pour la mordre. Il comprenait que cette femelle humaine lui faisait mal pour le sauver. Il lui confiait sa vie. Lorsque le dernier point fut posé et que la plaie fut fermement bandée, Chloé laissa tomber ses bras, épuisée, et, ne pouvant plus contenir la tension, fondit en larmes, le visage enfoui dans la fourrure épaisse du cou du loup. Akla, surmontant la douleur, souleva la tête et lui lécha la joue mouillée de larmes de sa langue chaude et râpeuse. C'était un merci, le merci le plus sincère et le plus précieux de sa vie. Jean était assis à côté, serrant dans son poing un chiffon ensanglanté, et les regardait. Sur sa joue rude et burinée, une seule larme avare roulait, se perdant dans sa barbe épaisse. Cette nuit-là, dans cette petite maison perdue dans les neiges, il s'était passé bien plus qu'une simple attaque repoussée. Le sang avait coulé, mais il avait aussi scellé leur alliance définitivement. Ils n'étaient plus de simples compagnons de route, plus un vieil homme, une jeune femme et des loups. Ils étaient devenus un tout, une famille, liée par des liens plus solides que l'acier. Chloé releva la tête, essuya ses larmes d'une main ensanglantée et regarda Jean. Dans ses yeux, il n'y avait plus la peur d'une jeune fille. Il y brûlait le feu d'une femme, prête à défendre ceux qu'elle aime. « Il va vivre, dit-elle fermement. Il est fort. Nous allons tous survivre. Tu entends, Jean? Nous ne les laisserons pas passer. » Jean hocha la tête et posa sa lourde paume sur sa main, qui reposait sur le garrot du loup. Dehors, le vent se remit à hurler, mais maintenant ce hurlement était impuissant face à la force d'âme qui était née entre ces murs. L'aube, qu'ils attendaient comme un salut, n'apporta pas le soulagement, mais la lourde prise de conscience que leur temps s'épuisait inexorablement. Le soleil se leva, tache blafarde et diffuse, comme s'il regardait le monde à travers une épaisse couche de glace sale, et ses faibles rayons ne parvenaient pas à réchauffer la maison transie, où la chaleur était désormais plus précieuse que l'or. Les réserves de bois de chauffage touchaient à leur fin. Il ne restait que quelques bûches près du poêle, et Jean regardait ces maigres ressources avec douleur, comprenant qu'il devrait bientôt brûler les meubles pour ne pas geler. Akla était couché sur une vieille pelisse. Sa respiration était lourde et rauque, son nez sec et chaud. La blessure s'était enflammée, et la fièvre consumait les forces du puissant animal. Chloé ne le quittait pas d'un pas, lui humectant les babines avec de l'eau et changeant les pansements qui s'imprégnaient de sérosité. Dans ses yeux, cernés par l'insomnie, se lisait une prière muette adressée à des forces inconnues. Pourvu qu'ils survivent, pourvu qu'ils ne partent pas pour le pays de la chasse éternelle, les laissant orphelins. Elle lui caressait la tête brûlante, lui murmurait des mots doux, et il semblait que seule sa voix retenait le loup au bord de l'abîme, l'empêchant de glisser dans l'obscurité. Dehors, derrière les murs de leur forteresse de bois, l'ennemi non plus ne dormait pas. Mais maintenant, les actions des malfrats étaient empreintes d'une hâte hystérique et nerveuse. Ils étaient épuisés par le froid, au moins autant que les assiégés.
Leurs complices blessés hurlaient et gémissaient, réclamant des soins impossibles à trouver en pleine forêt, et la peur des crocs invisibles des loups rongeait leur confiance comme de l'acide. Ils comprirent qu'ils ne pourraient pas prendre la maison d'assaut sans perte, que le vieil homme et les bêtes se battraient jusqu'à leur dernier souffle, et cette rage née de leur propre impuissance les poussait à des mesures extrêmes. Vers midi, l'air fut secoué par le craquement de bois sec, et la fenêtre fut frappée par les reflets d'un nouvel incendie. Cette fois, ils avaient mis le feu au hangar, situé un peu plus loin, où étaient stockés le foin et de vieux outils. Les flammes s'élevèrent haut dans le ciel, dévorant le bâtiment vétuste avec un rugissement avide, et une épaisse fumée noire s'étira vers la forêt, empoisonnant l'air glacial et pur de son odeur de brûlé. C'était un acte de désespoir et d'intimidation, une tentative de montrer leur pouvoir, mais l'effet fut inverse. Buran, qui était resté tout ce temps assis aux pieds de Chloé, veillant sur son frère, changea en voyant le feu. Si auparavant on lisait en lui la vigilance d'un protecteur, maintenant ses yeux ambrés s'allumèrent d'un feu froid et terrible de fureur primitive. Il se leva lentement, et Chloé sentit physiquement une vague de force, dure et impitoyable, émaner de son corps. Il s'approcha de la porte et se tourna vers Jean. Dans son regard, il n'y avait pas de demande. Il y avait une affirmation, « J'y vais. Ne m'arrête pas. » Le loup voyait que sa meute était acculée, que son frère était blessé, que l'on tentait de brûler sa maison. Et l'ancienne loi de la forêt exigeait une réponse. 100%, peur pour peur. Jean, assis près de la fenêtre, le visage livide, croisa le regard de la bête et comprit tout. Il aurait pu l'interdire, le retenir, mais il savait que cela tuerait l'esprit du loup, le transformerait en chien de garde, et Buran était un chasseur libre. Le vieil homme se leva lourdement, s'approcha de la porte et, posant sa main sur le garrot de la bête, dit doucement, « Sois prudent, mon fils, ne te jette pas dans la gueule du loup. Montre-leur qui est le maître ici. Mais reviens absolument. » La porte s'entr'ouvrit juste assez pour laisser passer l'ombre grise. Et Buran se fondit dans la blancheur neigeuse de la cour, devenant invisible à l'œil humain. Il ne courut pas directement vers les malfrats, ne se mit pas à grogner pour attirer l'attention. Il agit comme ses ancêtres le lui avaient appris. Il devint le vent, une partie du paysage, un fantôme qui existe partout et nulle part à la fois. Chloé, collée à la vitre froide, essayait de le distinguer, mais ne voyait que la neige et les arbres. Elle avait peur au point de trembler. Elle craignait qu'il ne meure, qu'une balle ne le trouve aussi. Mais en même temps, une fierté montait dans son cœur. Cette bête allait la défendre, non pas parce qu'elle avait été dressée, mais parce qu'elle avait elle-même pris cette décision. C'était la plus haute manifestation de noblesse, dont peu d'humains sont capables. Les malfrats, regroupés autour d'un feu qu'ils avaient allumé à une distance sur de la maison près d'un sapin abattu, se sentaient mal. Le blessé délirait, son bras avait enflé, et la fièvre le tourmentait. Les deux autres, emmitouflés dans des guenilles volées quelque part, fumaient nerveusement, regardant constamment vers la forêt. Il leur semblait que les arbres les observaient, que la mort se cachait derrière chaque tronc. Ils s'attendaient à ce que quelqu'un sorte de la maison pour éteindre le hangar, mais tout était silencieux, et ce silence pesait sur leur morale plus que des cris. « Ils sont tous morts là-dedans, ou quoi ?» cracha le chef en armant son fusil d'assaut. « Peu importe, ça va finir de brûler, la fumée va aller chez eux, ils sortiront bien comme des cafards. » Il essayait de se donner du courage, mais sa voix tremblait, le trahissant. Ils étaient des prédateurs urbains, habitués au pouvoir de l'argent et des armes. Mais ici, dans la forêt, leurs règles ne fonctionnaient pas. D'autres lois régnaient. Et le juge dans ce tribunal n'était pas un fonctionnaire corrompu, mais la nature elle-même. Et la nature frappa. Pas physiquement, mais psychologiquement. D'abord, les bruits disparurent. La forêt devint complètement silencieuse. Même le vent se tut, comme s'il retenait son souffle. Et puis ça commença. Le craquement d'une branche derrière eux, sec et fort. Les malfrats sursautèrent, pointant leurs armes dans cette direction, mais il n'y avait personne. Seule une branche de sapin se balança, laissant tomber son chapeau de neige. « Qui est là ? Montre-toi » hurla l'un d'eux, tirant une rafale dans le vide. L'écho des tirs roula dans la forêt et s'éteignit, sans réponse. Une minute plus tard, de l'autre côté, un grondement sourd et profond, a glacé le sang. Il semblait venir de sous la terre, enveloppant, paralysant la volonté. Le chef tournait sur lui-même, essayant de viser l'ennemi invisible, mais l'ennemi était plus rapide que la pensée.
Buran n'attaquait pas. Il jouait. Il tournait autour de leur campement, apparaissant une fraction de seconde ici, puis là. Un éclair gris fugace entre les arbres, des yeux jaunes flamboyants qui s'allumaient dans l'obscurité du sous-bois. L'un des malfrats, n'en pouvant plus de la tension, décida de s'éloigner pour un besoin naturel près des buissons les plus proches, sans lâcher son fusil à canoncier. Il n'avait fait que 10 pas loin du feu quand la neige sous lui explosa littéralement. Buran surgit devant lui comme s'il sortait de terre. Le loup ne lui sauta pas à la gorge. Il frappa l'homme à la poitrine de ses pattes avant avec toute la force et la masse de son corps énorme, le projetant à terre, lui coupant le souffle et lui arrachant son arme. Le malfrat s'effondra dans la neige, s'étouffant dans un cri d'horreur, et le loup se pencha sur lui, retroussant ses babines sur une gueule terrifiante d'où perlait la salive. Il regarda l'homme dans les yeux, et dans ce regard, il y avait une condamnation. L'homme vit dans ses abîmes jaunes sa propre mort, son. Buran gronda bruyamment, droit au visage de son ennemi, et claqua des dents à 1 centimètre de son nez, mais ne mordit pas. Il n'avait pas besoin de tuer le pion, il devait briser leur esprit. Laissant l'ennemi gisant dans la neige dans une flaque de sa propre urine, le loup disparut aussi soudainement qu'il était apparu, se fondant dans le taillis. « Il est là, le démon !» criait le malfrat en revenant au feu, tremblant de tout son corps et bégayant. Il est énorme, comme un ours. Il a failli me bouffer. On se casse, les gars, on se casse d'ici. C'est un endroit maudit. La panique, comme un feu de forêt, s'empara de leur camp. Ils tiraient à l'aveuglette, gaspillant leurs précieuses munitions, hurlant des menaces qui sonnaient pathétiques. Ils n'étaient plus des chasseurs. Ils étaient devenus du gibier traqué, qui a peur de sa propre ombre. Buran avait atteint son but. Il leur avait montré que les armes ne les sauveraient pas, que la forêt était de leur côté et que chacun de leurs pas était surveillé. Il avait semé le chaos dans leurs âmes, les privant de leur dernier reste de raison et de sommeil. 1 heure plus tard, la porte de la maison grinça doucement. Jean, qui montait la garde, l'ouvrit, et Buran entra. Il n'était pas blessé. Il n'y avait pas de sang sur sa fourrure, seulement des stalactites de glace et une odeur de brûlé. Il traversa la pièce la tête haute, en vainqueur, en guerrier qui a accompli son devoir. Il s'approcha du banc où reposait Akla et lécha tendrement l'oreille de son frère, lui communiquant, « Ils ont peur. Nous sommes plus forts. » Puis il s'approcha de Chloé, lui frotta sa truffe froide contre la paume et soupira lourdement, laissant la tension quitter ses muscles. La jeune femme le serra par son cou puissant, enfouissant son visage dans sa fourrure qui sentait le gel et la forêt, et pleura de soulagement. Elle comprit ce qui s'était passé. Le loup n'était pas devenu un tueur, il était resté au-dessus de ça. Il avait simplement protégé sa maison, sans se souiller de sang inutile, mais en montrant aux ennemis ce qu'était la véritable force. Mais Jean, regardant par la fenêtre le hangar qui finissait de brûler et les silhouettes agitées près du feu lointain, savait que ce n'était pas encore la fin. Un rat acculé est capable d'un saut désespéré. Les malfrats étaient brisés, effrayés, mais c'est justement la peur qui les rendait imprévisibles. Il leur restait des armes, et il leur restait la haine du désespoir. Le dénouement approchait, et il serait terrible. Buran leur avait fait gagner du temps, mais il avait aussi rapproché la fin, une fin où quelqu'un devrait payer le prix ultime. Le soir tombait sur la forêt, pourpre et angoissant, et dans ce coucher de soleil se lisait le présage de la bataille finale. Le matin fit irruption dans leur vie non pas avec le chant des oiseaux et les rayons du soleil, mais avec l'odeur de brûlé et le sentiment d'un malheur inéluctable qui se tenait sur le seuil, la main décharnée levée pour le coup final. Les malfrats, épuisés par le froid, la peur et la douleur de leurs camarades blessés, avaient définitivement perdu leur apparence humaine, se transformant en bêtes traquées pour qui le seul moyen de survivre était de détruire les témoins à tout prix. Ils comprenaient qu'ils ne pouvaient pas simplement partir, laissant derrière eux des ennemis vivants et une maison chaude. La forêt les tuerait en quelques heures. Le gel achèverait ceux que les loups n'avaient pas eus. Le désespoir leur donna un courage suicidaire et fou, celui avec lequel un rat se jette sur un chat quand il n'y a plus d'issue. Ils ne se cachaient plus, ne se dissimulaient plus derrière les arbres. Ils sortirent à découvert devant la maison, chancelant de fatigue, les visages tordus de haine, serrant leurs armes dans leurs mains gelées. Leur plan était simple et cruel comme un coup de hache. Tout brûlait. Ils avaient confectionné des torchets avec des branches de sapin sèches et des chiffons imbibés des restes d'essence de leurs briquets. Et maintenant, ces feux sinistres dansaient dans leurs mains, se reflétant dans leurs yeux fous. Jean,
en voyant cela à travers la fente des volets, devint blanc comme un linge. Il comprit que c'était la fin du siège et le début du carnage. « Ils vont brûler la maison », dit-il d'une voix rauque en se tournant vers Chloé. Et sa voix, pour la première fois, trembla. « Ils n'ont pas besoin d'un toit. Ils ont besoin de notre mort. Écoute-moi, ma petite. Ça va être terrible. La fumée va entrer. On va étouffer si on reste. Il va falloir sortir. J'irai le premier. Je prendrai les tirs. J'ai 2 cartouches. J'en abattrai 2. Le troisième pourrait hésiter. Toi, tu prends la hache et tu cours vers la forêt. Ne te retourne pas. Les loups. Il regarda Akla, couché, et Buran, debout à côté. Les loups décideront de leur propre sort. Chloé secoua la tête, les larmes jaillissant de ses yeux. Non, je ne vous abandonnerai pas. Nous sommes ensemble, Jean, ensemble. Mais le vieil homme ne l'écoutait déjà plus. Il vérifiait méthodiquement, avec un calme effrayant, la culasse de son fusil, se préparant pour son dernier combat, pour ce moment pour lequel il avait peut-être vécu toute sa longue et solitaire vie. La première torche heurta le mur de rondins, projetant des étincelles. Une deuxième suivit, atterrissant sur le toit. Le vieux bois sec, imprégné de résine au fil des ans, prit feu avec réticence, mais la fumée, épaisse et âcre, commençait déjà à s'infiltrer à travers les fentes, piquant les yeux, obstruant les poumons. La toux leur déchirait la gorge, la visibilité diminuait. « C'est l'heure !» cria Jean. « Buran, avec moi. Akla, reste couché, mon frère, pardonne-moi de ne pas t'avoir protégé. » Il tira le verrou, et la porte s'ouvrit en grand, libérant des nuages de fumée à la rencontre du matin glacial. Le vieil homme bondit sur le porche, épaulant son fusil. Une détonation retentit, puissante et soudaine, comme un coup de tonnerre. L'un des malfrats, celui qui brandissait une autre torche, trébucha et s'effondra le visage dans la neige, lâchant sa flamme. Jean rechargea son fusil avec une vitesse surhumaine, mais ses mains tremblaient, et le deuxième tir manqua sa cible, ne faisant que faire tomber le bonnet de la tête du chef. « Vide !» hurla le malfrat, comprenant que le vieil homme était désarmé. « Abattez-le, les gars !» Chloé, hors d'elle de terreur, sortit à sa suite, serrant dans ses mains la lourde hache qui lui semblait maintenant plus légère qu'une plume. Elle vit Jean, après avoir jeté son fusil inutile, dégainer un couteau et faire un pas vers ses ennemis, la protégeant de son corps. C'était de la folie. Un vieil homme contre 2 brutes armés. Le chef, souriant de sa bouche édentée, leva son pistolet, visant la poitrine du forestier. Le temps sembla ralentir, s'étirant en une mélasse visqueuse et transparente. Chloé voyait le doigt du criminel appuyé lentement sur la détente. Elle voyait les pupilles de Jean se dilater, prêt à accepter la mort. Elle voyait les flocons de neige, figés dans l'air. Elle voulait crier, se jeter en avant, le protéger de son corps, mais ses jambes semblaient clouées au porche, paralysées par le cauchemar qui se déroulait. À ce moment, le monde se rétrécit à un seul point, la pupille noire du canon qui visait le cœur de son sauveur. Et c'est alors que se produisit ce qui changea son âme à jamais. De l'embrasure de la porte, faisant tomber Chloé, Buran jaillit comme un éclair gris. Il ne grognait pas, n'aboyait pas. Il volait en silence, concentré, comme un projectile vivant lancé par la nature elle-même. Il ne voyait pas simplement un ennemi, il voyait la mort fonçant sur sa meute. Et il prit sa décision instantanément, au niveau de l'instinct, qui est supérieur à la raison humaine. Le loup prit son élan sur le plancher du porche avec une telle force que les vieilles planches craquèrent, et son corps se tendit comme une corde dans un saut incroyable, beau et terrifiant. Il n'essaya pas de rattraper le tireur. Il essaya d'intercepter la trajectoire du tir, de devenir un bouclier vivant entre la balle et les êtres qu'il aimait. Le coup de feu claqua. Le son était sec et bref, comme un coup de fouet. Chloé vit le corps de Buran tressaillir en plein vol, comme s'il avait heurté un mur invisible. La balle, destinée à un homme, avait trouvé une autre cible. Elle pénétra dans la large et puissante poitrine de la bête, déchirant la chair et le cœur qui battait pour cette meute. Mais l'élan du saut était si grand que même la mort ne put arrêter le loup immédiatement. La lourde carcasse s'abattit sur le chef, le projetant à terre, l'enfonçant dans la neige profonde. L'homme et la bête roulèrent en un amas confus, et même à ce dernier instant, déjà mourant, perdant conscience,
Buran referma ses mâchoires sur la gorge de son ennemi. Ce n'était pas la morsure d'un chasseur, c'était le dernier souffle d'un protecteur. Un craquement, un gargouillis, et le cri du malfrat s'interrompit, étouffé par le sang. Le silence tomba. Un silence terrible et assourdissant, dans lequel on n'entendait que le crépitement du feu sur le toit et la respiration lourde et saccadée du dernier malfrat en vie. Il se tenait là, regardant l'énorme loup, immobile maintenant, couché sur son complice, et le sang rouge s'étalant sur la neige blanche, créant un motif macabre et irréel. Ses mains se mirent à trembler, son fusil d'assaut tomba de ses doigts affaiblis. Il regarda Jean, qui se tenait là avec son couteau, terrifiant dans son chagrin et sa fureur. Il regarda Chloé, qui serrait sa hache, les jointures blanchies. Et dans ses yeux se refléta une horreur animale et primitive. Il comprit qu'ici, il ne pouvait pas gagner, que cette forêt, ces gens et ces bêtes formaient une force unique, impossible à briser avec une balle. Ses nerfs lâchèrent. Avec un cri sauvage, il se retourna et s'enfuit dans la forêt, s'enfonçant dans les congères, tombant et se relevant, poursuivi non pas par des hommes, mais par le spectre de sa propre mort. Il courait vers nulle part, vers l'abîme glacial de la forêt, qui lui avait déjà préparé ses bras froids. Son sort était scellé. Le froid et les loups achèveraient ce que les hommes avaient commencé. Jean ne le poursuivit pas. Lentement, comme dans un rêve, il s'agenouilla près du corps de Buran. Le malfrat sous le loup était mort, mais le vieil homme s'en moquait. De ses mains tremblantes, il toucha la tête de son ami, de son fils à fourrure. Chloé accourut, tomba dans la neige, ne sentant pas le froid. Le loup respirait encore. Ses flancs se soulevaient rarement et lourdement, de sa gueule sortaient des bulles de mousse rosée. Ses yeux, qui avaient toujours brillé d'une claire lumière ambrée, se voilaient maintenant, recouverts du voile du départ. Il ne gémissait pas, ne se plaignait pas. Il regardait Chloé et Jean, et dans son regard mourant, il n'y avait pas de douleur, seulement un amour infini et pardonnant, et une grande paix. Il avait fait ce qu'il devait faire. Il avait accompli son devoir jusqu'au bout. Buran, mon Buran, murmurait Chloé, caressant sa fourrure ensanglantée, et ses larmes tombaient sur le museau de la bête, se mêlant au sang. Pourquoi? Pourquoi as-tu fait ça? Vis, s'il te plaît, vis. Le loup remua légèrement la queue. À peine perceptiblement. Un dernier salut. Un dernier signe d'affection. Puis son corps fut secoué d'un profond soupir, et il se figea pour toujours. Le grand cœur du guerrier de la forêt s'était arrêté. Le vent emporta la fumée du toit en feu et la porta vers la cime des arbres, comme l'âme de la bête s'en allant vers les territoires célestes de la chasse éternelle. De la porte ouverte de la maison, boitant et gémissant, sortit Akla. Il sentait la mort de son frère, sentait ce vide terrible qui s'était créé dans le monde. Il rampa jusqu'au corps de Buran, se coucha à côté, posa sa tête sur son flanc, et se mit à hurler. Ce hurlement ne ressemblait à aucun de ceux que Chloé avait entendus auparavant. C'était un chant de deuil, une complainte qui glaçait le sang et donnait envie de se boucher les oreilles pour ne pas entendre cette douleur universelle. Jean était assis, immobile, son visage pétrifié, transformé en un masque sur lequel coulaient des larmes, mais il ne les essuyait pas. Il avait perdu une partie de son âme. La forêt alentour se tenait silencieuse et solennelle, acceptant ce sacrifice, témoignant qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et dans cette tache écarlate sur la neige, dans cette bête morte, il y avait plus d'humanité que dans tout le monde des hommes qui étaient venus ici pour tuer. L'incendie sur le toit fut éteint avec de la neige et le reste de leur force, bien que leurs mains n'obéissent plus et qu'un voile de larmes brouilla leur vue. Les poutres calcinées se détachaient en noir sur le fond du ciel blanc, comme des cicatrices, mais la maison avait tenu, comme si l'âme même de cet endroit n'avait pas permis au feu de détruire le dernier refuge des survivants. Mais cette victoire était amère comme l'absinthe, et elle n'apporta de joie à personne. Le silence qui s'abattit sur la forêt après les tirs et les cris n'était pas paisible, mais mort, un vide assourdissant qui pesait sur les épaules plus lourdement qu'une pierre tombale. Jean et Chloé étaient assis sur le porche, ne sentant pas le froid, près du corps de Buran. Et il semblait qu'avec la vie du loup, toutes les couleurs avaient quitté ce monde, ne laissant que le graphisme noir et blanc du chagrin et du deuil. Akla, bandé et faible, était couché près de la tête de son frère, le museau posé sur son cou figé, et de temps en temps, il gémissait doucement, donnant de petits coups de nez dans la fourrure froide, refusant de croire que celui qui avait été sa seconde moitié depuis leur naissance ne se lèverait plus jamais, ne courrait plus à ses côtés, ne partagerait plus sa proie avec lui.
Ce spectacle déchirait le cœur plus que n'importe quelle tragédie humaine, car dans le chagrin d'une bête, il n'y a pas de fausseté. Pas de réconfort de la religion ou de la philosophie, seulement la perte nue et terrible. Ils décidèrent de l'enterrer là, sur la haute berge au-dessus du ruisseau, où les loups aimaient s'asseoir au crépuscule pour observer la forêt. La terre était gelée, dure comme du granit, et la pelle résonnait contre elle, produisant des étincelles. Mais Jean creusait le sol gelé avec acharnement, sans s'arrêter une minute, comme si la douleur physique et l'épuisement pouvaient combler le trou qui s'était formé dans sa poitrine. Chloé l'aidait, retirant les morceaux de glace et les pierres. Ses mains étaient écorchées, ses ongles cassés, mais elle ne le remarquait pas. C'était leur dernier devoir. La dernière chose qu'ils pouvaient faire pour celui qui avait donné pour eux ce qu'il avait de plus cher, sa vie. Ils ne pouvaient pas le laisser là. En pâture aux corbeaux et aux charognards. Un héros devait reposer en terre dignement, comme un guerrier tombé au champ d'honneur. Quand le trou fut prêt, Jean retira sa vieille pelisse usée et enveloppa délicatement, comme un enfant, le corps du loup. Il le souleva dans ses bras, lourd et raide, et le descendit lentement dans la tombe. À ce moment, Akla s'approcha du bord du trou. Il se tenait là, chancelant de faiblesse, et regardait en bas, dans la gueule noire de la terre qui avait englouti son frère. Puis il leva la tête vers le ciel, qui commençait à se teinter des tons pourpres du couchant, et hurla. Ce n'était pas un hurlement, c'était le cri de son âme s'échappant de sa gorge, plein d'une mélancolie et d'une solitude si inexprimables que Chloé tomba à genoux dans la neige et éclata en sanglots, le visage caché dans ses mains. La forêt reprit ce chant de deuil. L'écho le propagea sur des kilomètres à la ronde, et il semblait que la forêt elle-même pleurait avec eux, disant adieu à son fils fidèle. Jean se tenait là, tête nue. Le vent agitait ses cheveux gris, et les larmes coulaient sur ses rides en un flot continu. Il jeta la première poignée de terre, qui tomba sourdement sur la pelisse, et murmura, « Dors en paix, mon fils. Tu étais plus humain que bien des hommes. Je ne t'oublierai pas tant que je vivrai. Et là-bas, de l'autre côté, nous nous retrouverons. Nous nous retrouverons, c'est sûr, et nous courons à nouveau sur la piste. » Ils érigèrent sur la tombe un monticule de pierre, pour qu'aucune bête sauvage ne puisse troubler le repos du héros. Et Jean grava sur le tronc d'un immense pin voisin une simple croix et le nom, Buran. C'était un monument non fait de main d'homme, mais éternel, car la mémoire de la forêt vit plus longtemps que celle des villes. Ils apprirent le sort du dernier malfrat en fuite 2 jours plus tard, lorsque la tempête se fut complètement calmée et qu'une clarté retentissante s'installa sur la forêt. Jean le trouva à 3 kilomètres de la maison. La forêt avait rendu son jugement, rapide et impitoyable. L'homme était assis sous un sapin, les genoux serrés contre sa poitrine, transformé en une statue de glace. Un masque d'horreur était figé sur son visage. Ses yeux étaient grands ouverts, mais regardaient déjà vers l'éternité. Il n'avait pas trouvé de chemin, n'avait pas pu allumer de feu, et le gel l'avait emporté, en paiement de ses crimes. Jean ne l'enterra pas. Il se retourna simplement et partit, le laissant à la nature. La justice avait triomphé, mais elle n'apporta aucun soulagement, confirmant seulement la dure loi de ces lieux, qui vient par l'épée périra par le froid. Les jours passèrent. La vie dans la maison revenait lentement, péniblement, à son cours, mais c'était une autre vie. Silencieuse, triste, dépourvue de sa joie d'antan. Akla se remettait. La blessure se cicatrisait, mais le caractère du loup avait changé à jamais. Il était devenu renfermé, sombre, ne jouait plus, ne venait plus se faire caresser aussi souvent qu'avant. Il passait des heures couché près de la porte, regardant l'endroit où Buran dormait autrefois, et il attendait. Attendait que son frère revienne. Chloé le soignait, le nourrissait à la main, lui donnant toute sa chaleur non dépensée. Et la bête acceptait ses soins avec gratitude, comprenant qu'ils étaient désormais liés par un même malheur. Un lien invisible, mystique, s'était créé entre la jeune femme et le loup. Ils se comprenaient sans mots, sentant l'humeur et la douleur de l'autre à distance. Elle était devenue une partie de sa meute, celle pour laquelle son frère était mort. Et il l'avait prise sous sa protection, la suivant comme une ombre où qu'elle aille. Le jour des adieux arriva. Les secours, appelés par quelqu'un d'un village lointain qui avait vu la fumée, atteignirent enfin le refuge en motoneige. Chloé se tenait sur le porche, vêtue de ses habits de ville qui lui semblaient maintenant étrangers et inconfortables. Son sac à dos était sur ses épaules, mais ses jambes refusaient de se diriger vers les engins vrombissants. Elle regardait Jean, qui avait vieilli de 10 ans en quelques jours, Akla, assis à ses pieds,
et sentait qu'elle laissait son cœur ici. Une partie de son âme resterait à jamais dans cette forêt enneigée, sous le monticule de pierre où dormait un loup argenté. « Reviens nous voir, ma petite » dit doucement Jean en la serrant dans ses bras pour lui dire au revoir. « La forêt se souvient du bien, et nous t'attendrons. » Chloé enfouit son visage dans sa barbe rêche, respirant l'odeur de la fumée et des aiguilles de pin, et murmura « Je reviendrai. Je le promets. Je reviendrai. » Puis elle s'agenouilla devant Akla. Le loup la regarda dans les yeux de son regard profond et sage, où se lisait la tristesse séculaire de toute la race des loups. Il lui lécha le nez, un contact râpeux et humide, en guise d'adieu, et la poussa doucement de la tête contre l'épaule. « Va, semblait-il dire, ta place est là-bas, parmi les humains, mais souviens-toi de qui tu es vraiment. » Chloé se releva, essuyant ses larmes, et se dirigea vers la motoneige sans se retourner, car elle savait que si elle se retournait, elle ne pourrait plus partir. Elle resterait ici pour toujours, pour veiller sur le repos de cette meute. Le moteur vrombit, soulevant une poussière de neige, et la machine démarra en trombe, l'emportant vers la civilisation, vers le monde de l'agitation, du béton et de l'indifférence. Mais même des années plus tard, assise dans son appartement confortable, entourée de confort et de sécurité, Chloé se réveillait souvent la nuit avec une étrange sensation. Il lui semblait entendre un hurlement, lointain, mélancolique et magnifique, l'appelant chez elle. Alors elle s'approchait de la fenêtre, regardait la lune suspendue au-dessus de la ville endormie, et murmurait « Je me souviens de toi, Buran, je me souviens. » Et à ces moments-là, il lui semblait qu'une immense ombre argentée se tenait derrière son dos, la réchauffant de sa chaleur. Et que deux yeux jaunes la regardaient avec un amour et une loyauté plus forts que la mort. L'histoire était terminée, mais la légende des deux loups et de la jeune femme qui avait vaincu le mal continua de vivre dans la forêt. Les chasseurs racontent que parfois, lors des pires tempêtes, quand l'espoir abandonne le voyageur, deux énormes loups sortent de la forêt. L'un sombre, l'autre d'un argent fantomatique. Ils ne touchent pas les humains, mais les guident sur le bon chemin, les sauvant de la mort, puis disparaissent dans le brouillard neigeux, se dissolvant comme de la fumée. On dit que c'est l'esprit de Buran qui est revenu pour protéger éternellement ces domaines, car la véritable amitié et la fidélité ne meurent pas. Elles deviennent une partie de l'éternité, la loi de la meute des neiges, qui dit « Tant que tu aimes et que tu te souviens, tu n'es pas seul. » Et tant que la forêt se dressera, cette mémoire vivra, pure comme la première neige et éternelle comme le ciel lui-même.